Le souffle d'une pièce close, chargée du parfum âcre du parchemin jauni, éveille une curiosité presque douloureuse. Quelle voix oubliée tant s'y murmurent encore dans ces pages bannies. Aux confins des grandes bibliothèques disparues, des scribes ont gravé des récits de cités englouties et d'empires effacés par le temps. Ce que l'on nous enseigne n'est souvent qu'une moitié de l'histoire. Derrière chaque texte officiel, il existe des manuscrits muselés, des chroniques arrachées au silence. Que révèlent-ils des civilisations dont on n'a conservé que des échos? Dans l'ombre de ces ouvrages interdits se cachent des énigmes plus anciennes que nos plus vives certitudes. Ouvrons ensemble ces tomes condamnés et laissons leurs secrets s'immiscer dans le mystère. Le parfum du cuir ancien mêlé à la poussière feutrée de manuscrits oubliés flotte dans une pièce close où la lumière vacille, projetant des ombres longilignes sur des étagères grinçantes. Au cœur de ce sanctuaire interdit, un ouvrage unique scellé par un sceau effacé garde jalousement ses mystères, l'Atlas d'Atlantide. Nulle mention officielle de ce livre n'est parvenue jusqu'à nous. On dit qu'il figure dans la liste des volumes écartés de la grande bibliothèque d'Alexandrie avant son funeste incendie. Pourtant, quelques allusions fragmentaires persistent, comme des échos lointains d'un savoir jadis révélé, avant que les époques successives n'en fassent table rase. Quelles terres perdues y sont tracées, et quelles routes maritimes y apparaissent, à l'abri du jugement de l'histoire. Selon Platon, l'Atlantide n'était déjà qu'un souvenir, un empire glorieux disparu sous les flots. Ces dialogues d'Oham, le Timée et le Critias dressent le portrait d'une île idéale, gouvernée par des prêtres rois dont la prodigieuse puissance défiait les lois de la nature. Mais jamais Platon ne nous offre de carte, et son texte demeure une énigme, oscillant entre mythe philosophique et possible mémoire géologique. Dans les siècles qui suivirent, de rares chroniqueurs chrétiens et arabes mentionnèrent l'existence d'un atlas dessiné à partir de traditions orales transmises depuis la côte ibérique. Des lignes s'y dessinaient sous la forme d'un pentagone semblable à la disposition de l'Atlantide décrite par le philosophe. Au XIIe siècle, un érudit andalou du nom d'Abou Ubaïd al-Bakr laissa entrevoir l'existence d'un codex en langue grecque conservé dans une tour isolée où seraient consignés les noms des cités englouties ainsi que la position d'une source d'eau chaude jaillissant au milieu de l'Atlantique. Les visiteurs qui parvinrent jusqu'à cet ermitage parlent d'un parchemin à l'encre d'argent orné d'illustrations stylisées, des colonnes brisées, des cours d'eau convergeant en spirale et cette mention répétée, presque chuchotée, d'un canal creusé pour relier la mer intérieure à l'océan. Aucun fragment de ce codex n'a survécu officiellement, et l'on soupçonne qu'il fut confisqué lors de la Reconquista, emporté dans les cales d'un galion pour être enfermé dans un trésor royal, loin des regards. L'ambiguïté plane encore sur la géographie attribuée à cette île mythique. Certains indices font écho au relief de la Méditerranée, d'autres décrivent des plaines fertiles là où aucune terre n'existe. Au XVIe siècle, les cartographes de l'école de Paris, en quête d'antiques sources, intégrèrent dans leurs grands atlas un Oceanus Atlantis, fruit de traductions approximatives, mêlant grec ancien et arabesques alchimiques. Ces cartes, devenues rares, furent jugées blasphématoires par l'Inquisition. L'idée même d'une civilisation antérieure à la Genèse et contemporaine de la tour de Babel heurtait l'orthodoxie. Banni de l'espace public, le tracé d'Atlantide fut relégué aux marges interdites, au catalogue secret des bibliothèques monastiques. Les contradictions abondent. Comment une île d'une telle étendue aurait-elle pu s'effondrer en un seul jour et une nuit, comme le rapporte Platon, sans laisser d'autres vestiges géologiques? Les thèses modernes évoquent un tsunami colossal, consécutif à l'explosion du volcan de Santorin vers 1600 AV/C, capable de submerger la Crète et ses archipels voisins. Pourtant, le Codex d'Arabie parlait de monts émergeant encore, comme des géants endormis après le cataclysme. Qui a pu croiser ces réalités? La trace d'un peuple minoan, familier de la navigation hauturière, et la légende d'une cité disparue recouverte de couches de sel. Plus étonnant encore, une mention sibylline figurait sur une charte arrachée aux archives des Templiers que l'on prétend avoir remise à un alchimiste parisien sous la menace du bûcher. Selon cette charte, l'Atlas conservait la description d'un minerai inconnu nommé aurichalque, extrait sur les flancs d'une montagne submergée. À défaut de preuves matérielles, l'aurichalque se retrouve dans le mythe romain associé à une civilisation antérieure. Certains philologues contemporains y voilent la trace d'un alliage de cuivre et de zinc dirigé vers les côtes sardes. D'autres y identifient un artefact purement symbolique, témoin d'une alchimie spirituelle. Les seuls fragments palpables de cet atlas
sont de minces citations dispersées dans des ouvrages occultes. Un érudit vénitien du XVe siècle évoque un cercle de pierre dressé sur une île crépusculaire, tandis qu'un marchand génois mentionne un havre où les navires pouvaient accoster à l'abri des grandes houles. Ni les fouilles archéologiques récentes, ni les relevés bathymétriques ne corroborent ces récits. Pourtant, le silence même des chercheurs alimente l'énigme. À quel moment la science a-t-elle troqué l'audace de questionner pour la fermeté de rejeter toute anomalie ? Dans l'ombre de l'Atlantique, quelques passionnés suivent la lueur vacillante de ces bribes interdites. Ils scrutent les cartes satellitales à la recherche de structures sous-marines irrégulières, espérant déceler, dans les ravines sous-marines, le dessin d'une citadelle engloutie. Mais chaque expédition trouve son lot de sédiments, de roches volcaniques, jamais de murailles bâties par la main humaine. Et pourtant l'idée d'un savoir englouti persiste. Pourquoi ces anciens prétendaient-ils à une maîtrise de l'architecture qui défiait le temps ? Plus énigmatique encore, certaines sources iconoclastes affirment que l'Atlas portait une annotation précisant la date de la destruction d'Atlantide, basée sur un calendrier lunisolaire remontant au moins à 8000 ans avant notre ère. Cette précision aurait été jugée inacceptable pour les historiens académiques du XIXe siècle et rayée des réimpressions. Ce geste de censure presque mécanique soulève une question plus vaste. Que redoutait-on vraiment dans ces chiffres ? L'idée d'une civilisation avancée bien antérieure à Sumer, capable d'observer les cycles célestes avec une précision encore inégalée ? Le voyage intérieur que l'on entreprend en feuilletant ces pages interdites est avant tout une plongée dans les silences de l'histoire. Au-delà des mots effacés et des cartes déchirées, c'est l'ombre du savoir perdu qui nous regarde. Nous sentons la présence d'érudits disparus, la lourde responsabilité de ceux qui décidèrent qu'il valait de mieux taire certaines révélations. Et si l'Atlantide n'était pas qu'un rêve philosophique, mais l'ultime blessure d'une mémoire collective que l'on s'efforce d'oublier, à travers les reliures craquelées de cet atlas inconnu, nous pressentons la trace d'un monde effacé par le temps et par le silence des puissants. Chaque ligne disparue laisse une brèche, un appel, et c'est à partir de ces fissures que s'ouvre déjà un autre volume, où s'élaborent, laissent les récits des cités creusées dans la roche, dissimulées au regard de la surface. L'air y est frais, presque humide, chargé d'un écho lointain, de gouttes perlant sur la pierre. Dans l'obscurité tamisée d'une grotte secrète, un volume relié de cuir noir repose sur un lutrin usé. Ces pages craquelées sont couvertes de caractères étranges et de dessins de tunnels sinueux, comme la carte d'un royaume invisible. On l'appelle le grimoire des cités souterraines, un manuscrit arraché à l'oubli, dont l'existence même défie la logique des archives officielles. Quel ancien pouvoir a voulu protéger ces écrits, et pourquoi les gardiens du savoir se sont-ils empressés de les classer parmi les hérésies ? À travers ces feuillets interdits, se profilent qu'on ne sait des mondes enfouis où l'humanité a trouvé refuge, forçant la pierre à céder ses secrets. À l'évocation des cités sous la surface, c'est d'abord Cappadoce qui revient à l'esprit. Ces cheminées de fées et ces vallées ocres cachent des réseaux d'habitations et de sanctuaires taillés à même le roc. Derinkuyu, l'une des plus vastes citadelles souterraines, s'étend sur plusieurs étages, abritant jadis plus de 10 000 âmes. Pourtant, le grimoire décrit des complexes encore plus profonds, percés de couloirs qu'aucun archéologue moderne n'a validés. Les croquis esquissés dans ces marges représentent des conduits verticaux, menant à des salles rituelles, des puits de lumière filtrés un jour solaire disparu. Qui, parmi les bâtisseurs antiques, aurait pu s'imaginer survivre dans ces labyrinthes de pierre, préservant un fragment de civilisation dans l'ombre. Les premières mentions écrites de ces royaumes souterrains remontent aux pèlerins byzantins du Xe siècle, qui parlaient de refuges creusés pour échapper aux invasions arabes. Mais le grimoire remonte encore plus loin, insinuant l'intervention d'ingénieurs hittites, maîtrisant déjà l'art des voûtes et des galeries. Les traits de plume y dessinent un plan en spirale, évoquant l'énergie tellurique canalisée par les fondations mêmes de la Terre. Une annotation en alphabet proto-sinaïtique fait allusion à un cœur de cristal, bloc de quartz disposé au centre d'une crypte, censé amplifier les murmures du sol. Cette fusion de technique et de mystique rend le manuscrit unique, ni mythe ni traité d'architecture, mais un mélange de savoir empirique et de croyances ancestrales. Au cours du Moyen-Âge, des copistes chrétiens et musulmans ont recopié des fragments de cet ouvrage, toujours sous couvert de silence. Dans les marges du Diwan d'Al-Idris, géographe du XIIe siècle,
apparaît la mention cryptique d'un réseau de chambres souterraines, éclairées non par des torches, mais par une lueur phosphorescente jaillie de roches fissurées. Ces passages furent d'eux jugés blasphématoires. Suggérer que la création divine ne s'arrêtait pas à la surface entraînait la censure. Ainsi, les manuscrits portuaires qui intégraient un comme ces croquis furent expurgés et les moines de la montagne de Saint-Cyrille reçurent l'ordre de brûler tout exemplaire jugé contraire à l'ordre établi. Pourtant, quelques fragments sauvés circulèrent sous le manteau, disséminés entre chartreux réfractaires et érudits andalus. Le grimoire lui-même, d'après des indices cryptés, aurait été compilé par un moine iconoclaste du mont Athos, excommunié pour avoir affirmé que les hommes furent créés pour habiter non seulement la terre ferme, mais aussi ses entrailles sacrées. On raconte que ce moine, nommé Théodore l'Enfoui, consignait ses visions dans des abris secrets, grottes tapissées de fresques montrant des processions de moines montant et descendant par des spirales de pierre. Sa condamnation fut violente et ses possessions confisquées. Pourtant, le grimoire survécut, caché dans un puits scellé, puis transféré clandestinement à Venise avant d'être oublié dans un coffre en terres orientales. Les architectes médiévaux ont sans doute étudié ces plans interdits, car on retrouve l'écho de leurs principes dans les souterrains des grandes cathédrales gothiques. Aux abords de Chartres, certains canaux souterrains redistribuent l'eau de la rivière tout au long de l'édifice, comme si l'architecture elle-même invitait à sonder ce qui vit sous nos pieds. Pourtant, aucun traité d'archiviste ne relie explicitement ces innovations au maître Théodore. Le vide dans la documentation officielle alimente la légende. Et si les bâtisseurs gothiques avaient hérité d'un savoir plus ancien, soigneusement voilé par l'Église pour préserver le mystère du sacré? Les explorateurs modernes, munis de sonars et de scanners géophysiques, tentent aujourd'hui de déchiffrer ces énigmes sur le terrain. En Anatolie, des relevés sous-marins ont révélé des cavités immergées le long de la côte, là où le grimoire mentionne un passage des eaux. Mais l'interprétation des données est souvent contredite. La nature creuse parfois la roche selon des schémas capricieux, sans intervention humaine. Les archéologues hésitent à déclarer découvertes certaines créées par l'homme ou simple curiosité géologique. Et pourtant, chaque relevé d'anomalie ajoute une ligne secrète dans les carnets des chercheurs, un indice supplémentaire vers la vérité dissimulée. Le mystère essentiel persiste autour de la finalité de ces sanctuaires souterrains. Certains fragments du grimoire parlent de monastères souterrains, où les moines jeûnaient dans l'obscurité totale, persuadés que le silence des cavernes rapprochait de l'essence divine. D'autres notes suggèrent des usages militaires, citadelles intérieures, inaccessibles à l'ennemi, dont les portes secrètes ne pouvaient s'ouvrir que de l'intérieur. Entre spiritualité et stratégie, le manuscrit navigue sans cesse sur le fil d'une dualité, moyen de salut de l'âme ou artefact de pouvoir terrestre. Cette ambiguïté presque insupportable est précisément ce qui fit classer l'ouvrage parmi les traîtres au dogme loyaliste. Les récits contemporains de spéléologues et d'historiens alternatives lignes évoquent un réseau reliant plusieurs cités, un véritable royaume souterrain s'étendant du Caucase à l'Andalousie. Les passages de Dirinquiyou jusqu'à la vallée de la Roya s'y croisent dans un diagramme géant. Mais chaque fois que l'on creuse, le silence règne. Les tunnels modernes s'effondrent, les inscriptions s'effacent, et la roche recouvre ce que l'homme croit découvrir. Du trouble naît la fascination. Pourquoi un si long effort de construction aurait-il été voué à disparaître, sans laisser de vestiges solides ? En refermant le grimoire, on ressent la lourde responsabilité de ceux qui tentent de ranimer les voies de ces cités souterraines. À mesure que l'on parcourt ces croquis, ces suppositions et ces récits fragmentaires, le monde se révèle plus vaste et plus silencieux que ne le disent les livres officiels. Ici s'ouvre déjà le faîte d'un nouveau mystère, les ruines interdites de Terra, où un volcan englouti jeta dans l'ombre un empire tout entier, évoquant à son tour la fragilité des grands récits. L'air y est chargé d'une poussière fine, presque impalpable, vestige du souffle volcanique figé dans le temps. À l'aube, entre les stèles brisées et les blocs de lave polis par la mer, se déploie le théâtre silencieux d'Acrotyrie, une cité ensevelie dont les vestiges semblent flotter dans un rêve figé. Lorsque la lumière orangée caresse les fresques encore vivantes, le passé reprend vie sous nos yeux, dévoilant ses couleurs éclatantes et ses façades évanouies. Quel regard portaient ses habitants sur le monde avant que les cendres ne tombent en pluie mortelle ?
Les premières fouilles modernes, menées à partir de 1967 par l'archéologue grec Sparidan Marinatos, révélèrent un site d'une incroyable préservation. Maisons à 2 ou 3 étages, ruelles étroites, réseaux de canalisation étrangement semblables à ceux de la Crète minoenne. Pourtant, l'histoire officielle a longtemps préféré évoquer Terra uniquement comme simple témoignage d'une éruption cataclysmique. Le caractère urbain et sophistiqué d'Akrotiri dérangeait un récit plus familier, centré sur l'élément destructeur. Ainsi naquit, dans l'ombre des laboratoires et des publications académiques, un silence sélectif sur la vie quotidienne de cette cité avancée. Dans l'une des pièces dégagées, une table de pierre supportait encore des vases, des plats et des jarres peintes d'ornements floraux. Les artisans d'Akrotiri maîtrisaient l'art de la poterie et de la peinture murale avec une finesse étonnante. Des iris mauves s'y dressaient au milieu de spirales ocre et de rochers tauroses, dans un décor qui évoquait un paradis oublié. Nulle trace de cadavres ni d'ossements humains n'a été retrouvée, suggérant un exode précipité, organisé et sans panique. Comment des milliers d'habitants purent-ils quérir refuge avant que la lave ne les ensevelisse ? Cette absence même d'horreur palpable confère au site une aura de mystère. Loin d'un chaos instinctif, on pressent une communauté à l'écoute de signes, épars, préparés à répondre à l'imminence du désastre. Les relevés radiocarbone, publiés au début des années 1980, placèrent l'éruption majeure aux alentours de 1627 avant notre ère, soit près d'un siècle plus tôt que les estimations établies par les archéologues. Ces résultats, pourtant solidement étayés par l'examen d'échantillons de bois et d'ossements animaux, furent accueillis avec scepticisme puis mis de côté. Certains chercheurs voyaient dans ce décalage une menace pour la chronologie biblique, qui plaçait dans les événements bibliques majeurs, Exode, conquête de Canaan, dans une fourchette temporelle incompatible avec une terra si ancienne. De nombreuses conférences entérinèrent un compromis, citaient les datations mais soulignaient leur marge d'erreur pour tempérer toute remise en question. Ainsi, une révolution possible de l'histoire méditerranéenne resta cantonnée à des notes de bas de page, dissimulées aux yeux du grand public. Au cœur de la cité ensevelie gisait un réseau de conduits hydrauliques, vestige d'un génie technique inattendu. Des canalisations de terre cuite conduisaient en l'eau douce depuis les hauteurs jusqu'à des citernes intérieures, permettant aux habitants de vivre en autarcie partielle. Étrangement, plusieurs piliers de pierre marquent l'emplacement de chambres enterrées, non dégagées par les fouilles, dont l'accès demeure barré par des éboulements incontrôlés. Certains archéologues formèrent l'hypothèse d'un sanctuaire souterrain, peut-être voué à un rite aquatique. Mais chacun préféra taire cette spéculation en raison de l'absence de preuves manifestes. Le dernier rapport officiel mentionne seulement un secteur à creuser, sans autre détail, comme si l'on craignait de dévoiler un secret trop précieux pour être partagé. Au fil des ans, rumeurs et récits alternatifs circulèrent dans les couloirs feutrés des universités européennes. On parla d'une salle ornée de colonnes vernissées, renfermant des tablettes gravées d'un alphabet inconnu, peut-être une variante primitive du linéaire A, jamais déchiffré. Des lettres de chercheurs anonymes évoquent des bribes de textes évoquant un traité de navigation maritime avancé, préfigurant les techniques ultérieures de la marine phénicienne. Mais ces murmures restèrent confinés à des publications confidentielles, échangeables contre des autorisations spéciales, loin des revues de grand public. À quel point la volonté de préserver un genre de mystère puisé dans l'histoire scientifique a-t-elle influencé l'accès même aux données brutes ? Les vitrines muséales abritent aujourd'hui quelques objets provenant d'Akrotiri, coupes en pierre polie, vases sphériques, menhirs en obsidienne. Mais ces trésors disséminés entre Athènes, Londres et le Caire ne restituent jamais le contexte précis de leur découverte. On évoque provenance de cas sciatique, c'est pour ces pas provenance Terra vers 1600 avec examens sexé, sans plus d'informations. La disparition du contexte archéologique transforme ces artefacts en curiosités esthétiques, déconnectées des récines de leur foyer. Et si l'éclat de l'obsidienne ou la finesse d'une fresque peinte n'était qu'un prélude à des savoirs techniques et symboliques perdus, dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. Plus troublant encore, des relevés sous-marins récents réalisés au large de l'île ont révélé des structures de pierres organisées, semblant dessiner des quais ou des murs de soutènement, à plusieurs centaines de mètres de la côte actuelle. Les sonars ont capté des formes rectilignes, évoquant l'entrée d'une ancienne anse ou d'un port enfoui.
Pourtant, aucune expédition subaquatique n'a encore confirmé la présence de vestiges architecturaux. Les plongées sont rendues périlleuses par des courants violents et des fonds instables, et les financements peinent à suivre ces hypothèses, jugées trop marginales. Pendant ce temps, les images sonars en friche reposent dans des archives obscures, rongées par la corrosion numérique. On ne peut dissocier Terra de l'imaginaire collectif créé par Platon. L'Atlantide, évoquée comme une cité engloutie aux contours vaguement méditerranéens, peut-elle trouver son écho dans les remparts immergés de Santorin ? Les partisans de cette hypothèse pointent des coïncidences troublantes. Une civilisation florissante, une catastrophe naturelle d'ampleur surnaturelle, un monde disparu sous les vagues. Pourtant, chaque tentative de corrélation se heurte à la prudence académique, qui insiste sur le fait que Platon n'était pas historien, mais philosophe. Ainsi, la résonance entre ces deux récits majeurs demeure un pont fragile, chassé par les décrets des gardiens de l'histoire. Au-delà des cendres et des stèles, il subsiste un écho d'habitation suspendu entre ciel et mer. Les fresques d'Acrotyrie dépeignent des poissons exotiques, des légumes inconnus, des motifs géométriques complexes, témoignant d'un goût de la modernité que l'on croyait réservé aux grandes cités orientales. On y voit, dans un escalier en colimaçon peint en spirale rouge, l'expression d'une conception du monde où l'homme et le cosmos dialoguent par le biais de l'art. Cette esthétique audacieuse interpelle. Pourquoi une civilisation imprégnée d'un tel sens du beau a-t-elle été reléguée au simple rôle de caution d'une catastrophe ? Lorsque les fouilles prennent fin, en fin de journée, un silence grave enveloppe le site. Les strates de cendres, mesurées avec minutie, dessinent une ligne de faille entre deux âges, un point de bascule où l'éclat d'un monde ancien s'est éteint. Les archéologues rangent de leurs outils, conscients d'avoir soulevé un coin du voile sans toutefois oser révéler la trame intégrale. Car dévoiler entièrement Terra, c'est peut-être remettre en question l'ordre même de nos certitudes sur l'origine des civilisations. À la frontière de la mémoire et de l'oubli, Acrotyrie demeure un sanctuaire interdit, une énigme pédagogique que notre regard effleure sans jamais pouvoir percer toutes ses strates. Et tandis que le soleil plonge derrière les falaises, la laissant baigner d'un dernier éclat pourpre, un autre mystère se dessine à l'horizon, celui de la bibliothèque occulte de Nippur, où reposent peut-être les échos d'un empire ancien gravés sur des tablettes de feu. L'air y est dense, chargé d'une odeur de terre humide et de poussière ancienne. Des faisceaux de torches posés au sol projettent des ombres dansantes sur des murs de briques séchées. Au pied de l'imposant ziggurat d'écure, une porte de pierre grinçante s'entr'ouvre pour révéler un corridor en colimaçon, creusé selon les vieux plans sumériens, protégé par des sceaux gravés de signes lunaires. Seul un chuchotement métallique, celui d'une clé tournant dans une serrure millénaire, nous invite à pénétrer dans un sanctuaire de calames et de tablettes où s'abrite un savoir que l'on voulait oublier. Nippur, cité mère des anciens empires, vénérait Enlil, maître des vents et des tempêtes. C'est ici que les rois venaient chercher la faveur divine, offrant des offrandes au sommet du temple. Les scribes, informés au mystère de l'écriture cunéiforme, consignaient chaque loi royale, chaque hymne, chaque traité économique. Pourtant, parmi ces archives officielles, circulait la rumeur d'une salle interdite, un espace caché sous la tribune des prêtres, où s'entassaient des volumes plus anciens que le royaume lui-même, hors de la portée des rois et des gouverneurs. On raconte que les plus vieilles tablettes remontaient à une époque antérieure à la fondation de la dynastie de Eur, adressant des prières à des divinités dont le nom avait pour seul vestige une série de pictogrammes presque indéchiffrables. Ces inscriptions évoquaient les rythmes des astres, la course des comètes et la géographie d'un monde antédiluvien, quand les premières cités poussaient d'ensemble comme des scories d'argile sur une terre encore vierge. À la lueur tremblotante d'une lampe à huile saturée d'herbes résineuses, les mots prenaient un relief presque sacré et l'on devinait quelque essence perdue, glissant entre les lignes en filigrane. Selon une chronique fragmentaire attribuée à un scribe du nom de Shulgi Amar, un registre secret, nommé Destin le Destin du monde, décrivait le cours des âges sur des millénaires, calculant les périodes de prospérité et d'extinction des peuples. Lorsque le souverain Hammurabi accéda au pouvoir, il craignit que ses prédictions ne sapent son autorité. On ordonna alors le transfert de ce codex dans une chambre isolée, gardée par un cercle restreint de prêtres. Les plumes furent saisies, les fragments disséminés et seuls quelques passages furent recopiés dans les annales royales, biaisant la portée des prophéties. Les voyageurs arabes du 8e siècle, tels que Ibn Khordadbeh,
mentionnèrent furtivement l'existence d'une crypte sous Nippur où l'on conservait des tablettes de feu que nul ne devait consulter. Leurs récits, consignés dans des marges de leurs ouvrages, furent jugés hérétiques par les califes abbassides. On prétend que certains manuscrits arabes, glissés entre les pages d'un traité de géographie, décrivaient un réseau de galeries menant à des niches funéraires décorées d'emblèmes solaires et lunaires, témoins d'un culte astral antérieur à l'astrologie mésopotamienne connue. Quant au XIXe siècle, les archéologues européens entreprirent les premières fouilles à Tel Nibrachim. Ils mirent au jour des milliers de fragments de tablettes. Mais les registres officiels, jalousement gardés dans les musées de Berlin et d'Istanbul, ne reflètent qu'une infime partie de la richesse initiale. Des courtiers malhonnêtes, profitant de la déroute ottomane, dispersèrent aux enchères des lots de tablettes mineures, incantations médicales, listes de rations, inventaires de troupeaux, mais jamais ces écrits de l'antre des secrets ne parvinrent sur le marché. On murmure encore qu'une chambre scellée reposerait sous les sols du Musée national d'Irak, accessible seulement à un cercle restreint d'intellectuels et de diplomates. Le contenu prétendu de la bibliothèque occulte fascine. Des tables astronomiques réglant la course de 2 lunes, des formules pour éveiller le ver spirituel caché dans l'argile, des hymnes dédiés à des entités dont la forme échappe à la raison. Certains spécialistes avancent même la découverte de diagrammes mathématiques antérieurs à ceux de Babylone, capables de prédire le passage de Jupiter et de Vénus avec une précision encore inégalée. Mais tout ce corpus reste fragmentaire, réparti entre des fragments illisibles et des copies tardives. La controverse grandit lorsqu'on examine les noms divins effacés par le temps. Ninkigula, déesse lune de la fertilité, ou Enbilulu, seigneur des canaux, figurent parfois en vis-à-vis avec des noms d'origine incertaine, peut-être empruntés à des traditions plus anciennes, venues des montagnes iraniennes. Les débats universitaires s'enflamment. S'agit-il de traces d'une culture antérieure, peut-être indo-européenne, ou simplement d'une élaboration rituelle propre aux prêtres de Nippur? Les silences dans les archives officielles deviennent alors les espaces les plus bruyants, où se heurtent les conjectures et réticences. Le lieu même de la bibliothèque, un espace voûté creusé sous le niveau des fondations du temple, évoquait la grotte primordiale, matrice du monde. Des niches creusées dans la paroi accueillaient des tablettes rangées comme des reliques, et un autel de pierre dressé au centre servait à des rituels nocturnes visant à capter l'influx des astres. Des fresques aujourd'hui effacées représentaient le contrôle des constellations, surmontées d'inscriptions en signes rougeoyants, un langage dont la prononciation exacte s'est perdue. Les fouilles récentes, menées avec des radars à pénétration de sol, ont détecté des cavités sous la ziggurate, mais l'accès est interdit pour raison de conservation. Les archéologues officiels évoquent des effondrements potentiels, tandis qu'un petit groupe de chercheurs clandestins prépare des missions nocturnes, dans l'espoir de déchiffrer le plan géométrique du réseau souterrain. Ils rêvent de pousser les murs et de redécouvrir les tablettes qui pourraient transformer notre compréhension de la naissance de l'écriture et des croyances anciennes. Dans le silence ouaté de ces galeries en sommeil résonne le poids de siècles de censure et de peur que le pouvoir d'une connaissance trop ancienne ne bouleverse l'ordre établi. Les fragments de textes déjà publiés montrent une volonté de manipuler les destins, d'harmoniser les saisons, d'attirer ou de chasser la pluie, par des incantations directes inscrites dans l'argile. Mais quid des traités sur l'âme humaine, de ces fragments évoquant un souffle de nacre capable d'éveiller la conscience au mystère de la matière? Le retour vers la lumière se fait avec un sentiment d'émerveillement et d'inquiétude mêlés. Les portes se referment derrière nous, retirant à nouveau le regard des curieux. Pourtant, à travers les fissures de la pierre, il subsiste un appel, percer le secret de ces tomes enfouis, interroger les dieux anciens, et peut-être découvrir que la vraie magie n'a jamais quitté la glaise. Au-delà des reliques de Nippur, se dessine déjà la carte disparue du Bar, tracée par un peuple de caravaniers dont les dunes englouties n'attendent que d'être retrouvées. Le sable ocre tourbillonne autour de nos pas, chargé d'une chaleur sèche qui semble graver chaque grain dans la mémoire. À l'horizon, les collines du Rub al-Khali se dressent comme les dunes figées d'un océan pétrifié. Pourtant, il existait jadis une carte tracée sur un parchemin plus ancien que bien des royaumes, qui dévoilait le réseau de pistes caravanières reliant l'Arabie heureuse à la légendaire cité d'Ubar. Ce document interdit, que l'on nomme parfois le Kitab al-Dahab,
portait en rouge le cercle d'un puits effacé par le temps, une oasis promise aux marchands d'un marchand de résine. Pourquoi ce tracé, si précieux, fut-il rayé de l'histoire officielle? Oubar, évoqué par les chroniqueurs arabes sous le nom d'Iram des colonnes, résonnait comme un mirage dans les récits anciens. Ces tours de calcaire blanc se seraient élevées au milieu des palmeraies, irrigées par des canats mystérieux, jusqu'à ce que le sol cède sous la surexploitation de ces eaux souterraines. La carte, découverte au début du 8e siècle dans les archives d'un caravansérail du Hadramaout, indiquait non seulement les puits vivants, mais aussi des stations de repos où l'on échangeait encens et myrrhe contre des tissus de soie venus de Chine. Chaque halte y était annotée d'une formule gravée. Ici, le vent découpe le temps. Les premiers voyageurs munis de cette carte parvinrent jusqu'aux ruines de Chizer dans les années 1930, guidés par les marques d'anciens chameaux figurés en marge. Mais le précieux parchemin fut bientôt jugé trop dangereux. Évoquer une civilisation florissante avant l'islam, dotée d'un commerce international, remettait en question le monopole des dynasties montantes. La carte disparut alors des inventaires du British Museum, selon certains, confisqués par les services secrets coloniaux pour éviter tout nationalisme naissant. Les seuls indices restent des copies partielles, esquissées à l'encre brune sur des feuillets volés par un géographe français. Ces fragments révèlent dans un des annotations sibyllines. Les caravaniers marchaient sous la lune nouvelle, trouvant refuge dans des grottes peintes de glyphes oubliés. Les glyphes, étudiés par un petit cercle d'épigraphistes, seraient un trait d'origine sud-arabe, antérieur aux inscriptions himyarites. Ils décrivent un rite nocturne où l'on chantait l'eau dans le silence du désert, persuadés que chaque goutte conservait la mémoire des ancêtres. Pourquoi ces pratiques, liées à l'avènement du bar, effrayèrent-elles tant les autorités qu'elles firent disparaître la carte? Le mythe du bar s'est également transfusé dans l'imaginaire occidental par l'intermédiaire de T.A. Lawrence, qui évoqua dans ses carnets un lieu phare du royaume perdu. Pourtant, rien de précis ne subsiste dans ses notes. Un cercle de pierre et un puits asséché où l'on lit, dans l'argile craquelée, la trace d'un ancien empire. À défaut de la carte originelle, les archéologues modernes ont dû improviser, s'appuyant sur la détection satellite et les relevés géophysiques pour localiser d'éventuelles routes. Mais ces recherches tardives ne remplacent pas la finesse d'un document né entre mains savantes, connaissant les souterrains et le battement des dunes. Les récits arabes médiévaux mentionnent une version plus complète, attribuée à un scribe d'Oman, Hassan al-Himyari, qui aurait glissé dans la marge d'un traité géographique un croquis annoté, une ligne pointillée reliant le puits de l'Aurore à la source de sang. Cette source, selon la légende, aurait jailli d'un cratère rempli de poussière marbrée, capable de teindre les étoffes d'un rouge indélébile. À cette mention s'ajoutait la note « Tu n'iras pas plus loin que ce point, si ton cœur ne se brise ». Ces mots mystérieux expliqueraient sans doute pourquoi peu se risquèrent à poursuivre l'expédition vers le cœur du désert. Au cœur des collections de la Bodleian Library, un feuillet isolé porte encore un fragment de la carte, un tronçon de piste sinueuse et une rose des vents dont les pointes ont été effacées. Le papier, issu de lin indien et traité à la lune, porte la flamme discrète d'un sceau en cire vermeille, estampillé d'un cercle orné d'inscriptions en cunéiforme tardif. Cette présence inattendue d'une écriture millénaire interroge qui introduisit ces signes en Arabie, si loin des plaines mésopotamiennes. Un ordre secret de savants, héritier d'une tradition mésopotamienne, aurait-il perpétué un savoir vieux de millénaires pour protéger un lien oublié entre deux mondes? Les expéditions contemporaines, souvent organisées dans l'urgence de publier, négligeant la piste d'une magie ancienne. La carte, selon certains, ne retraçait pas seulement des routes, mais contenait aussi un code temporel. Les caravaniers y auraient déchiffré les saisons de tempête et de quiétude, adaptant leur halte à l'alignement des étoiles. Un savoir qui, jadis, les préservait des orages de sable les plus meurtriers. Privés de la carte originelle, les chercheurs modernes tournent en rond, incapables de distinguer le hasard d'un trait intentionnel. Ainsi, la légende du bar n'est plus qu'une série de cailloux finement érodés, témoins muets d'une connaissance perdue. Le récit officiel se contente de citer des vestiges de tours circulaires, des fondations en briques crues et des fragments de poterie typiques de l'Arabie du Sud. Pourtant, la carte disparue parlait de colonnades de grès rose, d'un forum dont on devine encore la forme enquistée sous la poussière, et d'un grand bassin alimenté par une nappe phréatique dont ne restent que des traces ténues.
Lorsqu'on arrose le sable de cette région, on aperçoit parfois l'empreinte circulaire d'une cuvette ancienne, comme le sourire évanescent d'une mémoire géographique. La disparition de la carte du Bar pose une question plus vaste. Qu'avons-nous fait de nos liens avec les royaumes disparus ? Chaque trait effacé, chaque parchemin égaré, repousse un peu plus la possibilité d'entendre la voix des anciens marchands, de ressentir la tension des âmes suivant une voix invisible au cœur du désert. Les chercheurs indépendants, réunis en groupes clandestins dans des cafés de Mascate ou dans des salons privés de Dubaï, continuent de comparer leurs bribes de cartes numérisées, cherchant à recomposer le cheminement secret. Dans le silence du territoire évanoui du Bar, le vent reprend sa course, enveloppant d'une même caresse les ruines et l'imaginaire. Les étoiles vives au-dessus des dunes semblent attendre qu'un jour nous retrouvions la carte pour écrire enfin une nouvelle page d'une histoire où le désert ne serait plus uniquement un vide, mais le gardien d'un message enseveli. Bientôt, nous tournerons notre regard vers les tablettes oubliées de Punt, où un autre commerce rêvé se gravait dans l'ocre des sables africains. L'air dans la chapelle submergée de l'encens reste lourd de l'arôme piquant de la myrrhe et du bois de santal. Les murs polychromes, à demi effacés par le temps, dessinent encore les silhouettes de navires à voiles arcués, pointant leurs proues vers un horizon mystique. C'est ici qu'aurait été entreposé un coffre fragile abritant les fameuses tablettes de pain, fragments d'argile gravés dans une langue inconnue, témoignant d'une culture qu'Égypte, en dépit de ses fastes royaux, tenta d'effacer de sa mémoire officielle. Que contenaient ces inscriptions scellées dans la pénombre d'une salle interdite ? Pourquoi les prêtres d'Aménophis III jugèrent-ils préférable de reléguer ces récits derrière un mur plutôt que de les révéler au grand jour ? Selon les annales non canoniques de Karnak, des expéditions parties de Thèbes vers la côte orientale de la mer Rouge rapportèrent au cours du XVe siècle avant notre ère non seulement des cargaisons d'or et d'ébène, mais aussi des tablettes peintes d'un alphabet sinueux et d'idéogrammes esquissés à l'ocre rouge. Ces fragments mentionnaient des généalogies royales, des listes de plantes aux vertus médicinales inconnues en Égypte et des récits menant de rituels nocturnes où l'on invoquait la déesse de la coquille, protectrice des marins. L'existence de ce codex aurait bouleversé la suprématie culturelle de Thèbes en prouvant l'ancienneté et l'influence maritime d'un royaume rival. Dès lors, on scella les tablettes dans un sarcophage de cuivre, puis on les sombra dans l'oubli. Les témoignages officiels parlent de 3 voyages à pont sous le règne d'Hatshepsut, illustrés dans les reliefs de Deir el-Bahari. Pour les archéologues, ces scènes ne restaient que des fresques cérémoniales, stylisées, célébrant la piété royale. Pourtant, les fragments clandestins, aujourd'hui dispersés entre quelques collections privées, racontent un autre récit, celui d'un peuple souverain, doté de cités-portes fortifiées que le désert n'avait su vaincre. Leurs souverains portaient des couronnes ornées de corail et de nacre, tandis que des caravanes de chameaux débarquaient tontes sur des quais de bois sculptés. Comment une société si avancée, capable de bâtir de véritables ports de pierre, a-t-elle pu glisser dans le silence ? Des mentions fugaces de ces tablettes apparaissent dans les carnets d'Havelock, cet officier de la marine britannique qui les aurait vues avant leur disparition dans un coffret de la résidence consulaire de Suakin. Il note, dans son écriture tremblée, ces signes, ni phéniciens ni égyptiens, semblent se raconter la vie d'un peuple marin, vénérant une triade, le soleil levant, la houle et la pierre qui chante. Mais son rapport fut classé confidentiel avant même d'atteindre le bureau du gouverneur, et l'on n'en retrouva que des ébauches censurées, dépourvues de toute référence à Punt. Ainsi la science coloniale fit retomber l'écho de ces inscriptions sous la poussière. L'interprétation de ces glyphes demeure un défi. Quelques érudits indépendants, regroupés en cercle secret dans un riad de Marrakech, proposent une lecture basée sur les comparaisons avec l'écriture sud-arabique ancienne. Ils y perçoivent l'évocation de génies marins, entités aquatiques dotées de fonctions de guérison. Ces idées, qualifiées de ésotériques par la pensée académique dominante, sont restées inaudibles. Et pourtant, les récits du temple d'Hatshepsut mentionnent des guérisons miraculeuses survenues après la réception d'offrandes provenant de Punt. Les tablettes oubliées faisaient sans doute le lien entre ces miracles et des pratiques pharmacologiques ignorées par les prêtres d'Amon. Les fouilles sous-marines, menées récemment le long des côtes du Soudan oriental, ont mis au jour des vestiges de quais aménagés en gradins de pierre, permettant un chargement direct des balancelles. Des traces de peinture rouge subsistent entre 2 blocs, là où, selon les textes cachés, étaient gravées les données météorologiques, une cartographie précoce des vents de mousson.
Les voyages entre la mer Rouge et le golfe d'Aden reposaient sans tarder sur cette science imprécise, transmise de génération en génération. Mais aucun traité égyptien ne fit jamais mention de ces soins attentifs aux éléments. La cartographie se limitait aux rituels, jamais aux pratiques maritimes. La disparition de ces tablettes a été aussi soudaine que leur oubli. Un incendie, allumé sûrement pour détruire un texte jugé hérétique, réduisit en cendres une salle de l'ancienne bibliothèque de Méroé, où les dernières copies étaient conservées. Quelques lambeaux calcinés, récupérés dans les cendres, portent encore une trace d'ocre noir sur l'argile craquelée. Les chercheurs de Khartoum, alertés en secret, n'eurent pas le temps d'acheminer ces vestiges vers un lieu sûr. La révolte soudanaise de 1924 dispersa les archives dans la fureur du soulèvement. Un tiers des fragments fut volé, les autres tombèrent dans le fleuve, absorbés par le Nil et rendus au sommeil des profondeurs. Pourtant, l'ombre de Punt persiste dans la toponymie de la région. Des oasis jalonnent encore le désert comme des haltes pressenties, au nom de Mikrat, d'Aluk, Asila, nom prononcés à mi-voix par les anciens caravaniers. Sur certaines stèles brisées, on lit, à peine lisible, « Ici naquit la sève de la mer ». Les mots, si fragiles, évoquent les moments d'échange entre les voyageurs et les habitants de Punt, un contact nourri de robes légères, de perles d'agate et d'ingrédients culinaires inconnus des palais égyptiens. Comment ces échanges ont-ils pu se dérouler sans laisser plus de traces officielles? Les récits oraux, transmis dans les villages du littoral omanais, évoquent un peuple baptisé Lan et les Smnkopan, les enfants de la brume, adeptes de rituels aquatiques où l'on plongeait dans des bassins sculptés, entourés de colonnes noires, pour communier avec des esprits marins. Ces traditions, longtemps décriées comme fables populaires, trouvent un écho dans quelques lignes des tablettes. Un passage mentionne la pierre qui chante lorsque l'eau l'effleure, ouvrant les portes du monde silencieux. À défaut de pouvoir décrypter l'ensemble du texte, on pressent un savoir acoustique, perdu dans les dédales du temps. Les explorateurs britanniques et allemands du XIXe siècle disaient avoir entendu, dans certains puits abandonnés, un bourdonnement sourd, semblable à un soupir de la terre. Les indigènes, effrayés, refusaient de s'en approcher après le crépuscule. Le bourdonnement fut attribué à la circulation d'air dans les galeries encaissées, mais certains savants clandestins proposent qu'il s'agisse d'un artifice, des sculptures sonores intégrées dans la roche, destinées à prévenir d'un danger ou à célébrer une cérémonie. Une once de vérité, contenue dans un texte muet, tissé dans l'argile des tablettes. Les débats subsistent également autour de la localisation exacte de Pune. Est-elle en Somalie, dans la corne de l'Afrique, ou bien sur la côte du Yémen moderne? Les tablettes faisaient état d'une île principale, entourée d'îlots vierges, où l'on voyait danser les flammes bleues des crabes phosphorescents sans partent. Aucun scientifique n'a jusqu'ici validé l'existence de ces crustacés luminescents sur la côte africaine, mais les légendes locales parlent encore aujourd'hui d'un rivage baptisé Kalahama, la pierre qui brille. Une énigme biogéographique que l'on relie, en sourdine, au passage effacé des tablettes oubliées. Au cœur de ces mystères se cache un paradoxe. Pourquoi une civilisation si étroitement liée par le commerce à l'Égypte pharaonique n'a-t-elle laissé aucun texte lisible ? Certes, l'absence de papyrus humide dans les conditions désertiques empêche la conservation, mais d'autres cultures voisines, plus modestes, ont produit des écrits durables. Peut-être les scribes de Punt employaient-ils un matériau organique aujourd'hui disparu, ou gravaient-ils sur des peaux traitées à une résine volatile, qui s'est désagrégée au fil des siècles. La disparition méthodique de ces supports soulève une question plus vaste. Qui bénéficiait de la disparition de ce savoir ? En refermant mentalement ce chapitre sur la cité insaisissable de Punt, on ressent l'écho d'une histoire injustement effacée. Les vents de la mer Rouge continuent sans de souffler, transportant avec eux quelques grains de ce savoir perdu. Alors que le soleil décline sur l'océan coloré de saphir et d'ivoire, un autre registre s'apprête à s'ouvrir, le manuscrit muet de l'Empire de Saba, dont les pages prétendument muettes pourraient un an résonner d'une voix plus ancienne encore. Une odeur de pierre chauffée au soleil se mêle au parfum résineux de l'encens offert dans une alcôve reculée du temple de Barakish. Dans la pénombre, un rouleau repose sur un piédestal de basalte, à mi-chemin entre l'ombre et la lumière vacillante d'une lampe à huile. Les murs couverts de bas-reliefs polychromes rendent imperceptible la porte dérobée, derrière laquelle le manuscrit muet sommeille depuis des siècles. De ces feuillets rigidifiés par le temps, aucune parole ne s'échappe.
L'écriture sabaéenne, précise mais sans signe de voyelle, paraît figer pour toujours le silence même de ces mots. Quel savoir ancien ce texte tait-il sous son calme sépulcral ? L'empire de Saba, prospère depuis le premier millénaire avant notre ère, s'étendait des contreforts du Jabal al-Nabi Shuaib jusqu'aux rives de l'Oued Marib. Connu pour son commerce de l'encens et de la myrrhe, il bâtit un réseau d'irrigation ingénieux, dont le grand barrage de Marib reste le témoignage le plus tangible. C'est dans l'ombre de cette prouesse hydraulique que naquit, selon la légende, un manuscrit consignant les secrets de la maîtrise de l'eau, des traités de paix et des rituels d'offrande à la divinité Al-Maka, seigneur de la lune et des récoltes. Mais lorsque le flux des paroles vint à manquer, l'empire sombra dans les sables, entraînant avec lui l'écho de ses propres vérités. L'histoire du rouleau muet nous est parvenue par un carnet fragmentaire tenu par un diplomate byzantin, Théodore l'Italien, qui affirme l'avoir vu en 525 de notre ère, dans une salle de marbre à Chabois. Il décrivit un parchemin si ancien que les traits noirs de l'encre semblaient en saper la blancheur du papier. Les gardiens du temple, redoutant l'avidité des palavides, auraient scellé le rouleau dans une chambre souterraine dont l'entrée fut dissimulée sous des reliefs de lions solaires. Ce coffre oublié, protégé par une rangée de fresques décrivant la descente d'Attar dans les enfers, contenait un savoir jugé trop puissant pour être offert aux étrangers. La texture du parchemin, selon les rares qui l'avaient effleuré, mêlait peau de chèvre et fibres de palmier dattier, imprégnées d'une résine curative. Les caractères, gravés à la pointe d'obsidienne, ondulaient dans son comme un cours d'eau figé. Chaque mot se tenait droit, aride, comme si le souffle nécessaire à le prononcer avait été volontairement omis. Les scribes sabaéens, héritiers d'une tradition millénaire, maîtrisaient sans déjà l'écriture alphabétique la plus ancienne de la péninsule arabique. Ici pourtant, aucun signe vocalique ne guide la lecture, comme si l'on craignait qu'une prononciation erronée ne profane la puissance du texte. Peu de descriptions de son contenu ont filtré. Un extrait mentionnait la construction de puits circulaires autour de la palmeraie royale, destinée à recueillir l'eau de la mousson et à la redistribuer selon un calcul astronomique des saisons. Un autre fragment évoquait le chant des pierres, allusion énigmatique à la résonance acoustique qui naissait dans les galeries du canal de l'Oud, où l'on organisait des rituels nocturnes pour s'assurer de la protection d'Al-Maka. Ces passages, mêlant technique et spiritualité, faisaient du manuscrit un trait d'union entre la science la plus terre-à-terre et la dévotion la plus secrète. Les tablettes officialisées, copiées dans les archives royales, œuvraient à présenter Saba comme simple étape d'un commerce caravanier. Mais le rouleau muet, selon les échos que l'on en a, contenait surtout un traité de diplomatie. Alliance nouée avec les royaumes de Kataban et de Hadramaout, formalisée par des serments gravés sous le sceau lunaire. On y lisait des clauses garantissant l'accès sans entrave aux routes de l'encens, assorties d'une menace voilée, que le sel du désert couvre celui qui brise le pacte. À l'époque, ces mots suffisaient à entretenir la crainte, sans qu'un mot ne soit jamais prononcé à Carthon à haute voix. La conquête de la région par l'empereur abyssin Caleb au VIe siècle marqua le début de la disparition progressive de ses écrits. Les nouveaux maîtres, gênés par le prestige d'Al-Maka et par l'influence diplomatique de Saba, ordonnèrent la collecte de tous les textes officiels. Ils brûlèrent dans ce qui pouvait ébranler leur autorité et dispersèrent les scribes rebelles. Le rouleau muet aurait alors été arraché de sa cachette, mais nul ne sait s'il fut détruit ou dissimulé ailleurs. Plusieurs chroniqueurs arabes ultérieurs mentionnent un coffre de cuivre jeté dans un puits sacré d'où l'on ne retira plus jamais rien. Les érudits médiévaux, en particulier le géographe Al-Hamdani, font allusion à un manuscrit primitif en Detsoissa sans écho, qui flanquait les inscriptions lapidaires de la mosquée d'Al-Balha à San'a. Ces annotations, peintes en rouge, firent supposer l'existence d'un second vestige, peut-être une copie plus courte conservée dans un palais. Mais aucun des fragments identifiés par les fouilles archéologiques n'a jamais pu être rapproché de la langue sabaéenne pure, soit la patine du temps en effaça les signes, soit les pillages successifs dispersèrent de ces pages dans des collections privées. Les fouilles récentes, menées près de Marib avec des scanners de haute précision, ont détecté une chambre voutouaque sous les ruines du palais royal. L'onde radar ont révélé des signes lisses, à peine perceptibles, qui pourraient donc correspondre à un rouleau déposé dans une niche. Toutefois, l'entrée est interdite au public, officiellement pour des raisons de sécurité.
Certains spécialistes, formant un cercle confidentiel, soupçonnent que le gouvernement local, soucieux de préserver le tourisme, empêche toute nouvelle découverte qui risquerait de remettre en cause la version consensuelle de l'histoire du barrage. Au sein d'un atelier clandestin de Sanaa, un calligraphe indépendant tenta de recréer la mise en page du manuscrit à partir des rares descriptions disponibles. Il choisit un cuir teinté de rouge sombre, bordé de finitions dorées, comme en parlaient les récits. Chaque ligne devait se détacher sur une bande vierge, invitant le regard à glisser sans bruit. Le texte reconstitué, muet par nécessité, devint l'objet d'une exhibition privée dans une demeure ottomane avant d'être pillé lors des troubles du début du XXe siècle. Ainsi, même la copie hypothétique suivit le même destin fugace que l'original. La dimension silencieuse du texte est sans doute son aspect le plus troublant. Un manuscrit sans vocalisation prive le lecteur de la musicalité première de la langue, obligeant à combler les vides par la mémoire orale. Dans le cas du rouleau de sabbat, cette contrainte transforma le texte en un rituel muet. Seuls les initiés, détenteurs d'un savoir transmis de maître à disciple, pouvaient en décrypter les arcanes. Dès lors, le manuscrit n'était pas seulement un support d'information, mais un dispositif cérémoniel invitant à une lecture silencieuse, presque mystique. Dans la lueur tamisée d'une pièce moderne, à des milliers de kilomètres de Marib, un linguiste compare aujourd'hui les inscriptions de vieilles stèles aux rares lettres reconstituées du rouleau muet. Il pressent un lexique technique lié à la métallurgie du cuivre, ainsi qu'à l'astronomie lunaire, dont les repères auraient servi à planifier les crues de rente du barrage. Mais ces hypothèses, présentées dans des colloques confidentiels, restent inaudibles pour le grand public. L'absence de preuves tangibles, un fragment, une gouache, une reliure, Enfroman, rend chaque proposition incertaine. Au bout du silence, on ressent la présence d'un peuple qui, jadis, croyait en la puissance des mots écrits, au point de retirer toute voix à son savoir le plus précieux. Le manuscrit muet de l'Empire de Saba demeure une énigme intemporelle, document et rituel, prescripteur de vie et gardien de secrets. Alors que les fouilles sous le ciel brûlant du Yémen continuent, une nouvelle page d'ombre s'apprête déjà à s'ouvrir, celle de la cité invisible de Zéït, dont les contours échappent encore à toute carte. Un voile de brume matinale s'étend sur les premières pentes de l'Atlas, portant avec lui le parfum discret du cèdre et de la myrrhe, chauffé par la rosée. Là, sous la lumière diffuse d'un soleil hésitant, se dit qu'apparaît, puis disparaît, une cité perdue, Zéït, dont les tours semblables à des piliers de calcaire blanc se fondent dans le paysage avant que l'œil ne puisse en décrypter les contours. Ce spectacle fugace troubla tant de caravanes qu'on en fit bientôt un mythe murmuré au coin du feu, où l'on prétendait lire dans les murs évanescents la mémoire de peuples effacés. Comment une ville aussi vaste et sophistiquée aurait-elle pu se jouer de la perception humaine au point de rester invisible aux cartographes officiels ? Les premières traces écrites de Zéït se trouvent dans un fragment de l'Atlas du Royaume du Milieu du géographe andalou al-Bakri, daté de 1068, mentionnant un lieu qu'il nomme Zaïtia. Selon lui, la ville se dressait à l'intersection de trois vallées, protégées par des murailles dont la blancheur aveuglait l'horizon au lever du soleil. Il décrit la pierre locale, riche en quartz, qui jouait le rôle de miroir, projetant la lumière dans un halo si puissant que l'on croyait voir l'immensité d'un lac. Cependant, aucun de ses successeurs ne parvint à reproduire ces relevés topographiques. La région resta marquée comme zone interdite sur les cartes médiévales de l'Afrique du Nord, comme si l'ombre de Zéït imposait elle-même son silence. À la fin du VIe siècle, des guides sahariens racontèrent à l'explorateur espagnol Alonso de Guzman comment, lors de certaines nuits sans lune, la cité se révélait sous forme de lueurs élancées, scintillant entre les roches. Ils évoquaient pourtant des portails de bronze translucides, ouvrant sur des places immenses où résonnaient les échos de jets d'eau canalisés. Un réseau hydraulique évoquant celui de Marib, mais dessiné dans le granit. Les témoignages de ces caravaniers, pourtant consignés dans le journal de bord du Conquistador, furent classés « récits d'infortune » et relégués dans un registre secret du vice-roi de Tanger. Le tapis du temps recouvrit ces pages, tandis que la légende de Zéït se muait en fable pour voyageurs audacieux. La juxtaposition de la tradition orale et des rares sources écrites suscita, au XIXe siècle, l'intérêt des premières missions archéologiques françaises. Munis de relevés photographiques, ces savants cherchèrent à localiser les murailles en sondant à la tarière les premiers mètres de sable. Ils signalèrent des alignements de pierres à 8 km au nord de Tingir, où aurait dû se trouver l'entrée principale de la cité.
Pourtant, le ministère des colonies déclara ces résultats cryptiques et interrompit subitement les financements. Les relevés, jugés trop imprécis, furent déstockés dans les sous-sols de l'école française d'Extrême-Orient, sans jamais rencontrer l'approbation d'un comité scientifique officiel. Dans les villages berbères environnants, la mémoire de Zéït persistait sous la forme d'hymnes chantés au solstice d'été. Les anciens contèrent qu'un ordre de veilleurs veillait sur la cité, descendant chaque année des montagnes pour allumer des lanternes de pierre aux angles des remparts invisibles. Ces lanternes, façonnées dans un matériau luminescent, probablement un mélange de calcite et de résine locale, servaient à guider les pèlerins vers les sources sacrées. Les ethnologues coloniaux, armés de préjugés rationalistes, expliquèrent ces récits comme simples métaphores de rites agraires, ignorant la cohérence topographique des descriptions. Ainsi, la verve poétique de ces voix fut muette, étouffée sous le poids des explications scientifiques de l'époque. L'essor des techniques modernes bouleversa pourtant partiellement le voile. Des chercheurs indépendants, équipés de lidars aériennes, détectèrent au-dessus des plateaux un motif triangulaire régulier, évoquant un quadrillage urbain. Les relevés radars signalèrent également des soubassements de fondations profondes, enfouis sous plusieurs mètres de sable mouvant. Ces données, publiées dans une revue de géomatique, restèrent ignorées par la grande majorité des archéologues, qui jugèrent la zone trop instable pour des fouilles soutenues. De fait, chaque tentative de creusement se solda par un affaissement rapide des parois, comme si la terre elle-même cherchait à protéger le secret de Zéït. Plus troublant encore, certains fragments de poterie polychrome, retrouvés lors de sondages non autorisés, portent un signe gravé ressemblant étrangement au glyphe sud-arabe du palmier stylisé. Cette coïncidence relance l'hypothèse d'un lien entre Zéït et les routes de commerce de l'encens, au même titre que les cités de Saba ou de Punt. Or, aucun document commercial médiéval ne référence de navettes caravanières vers la région. Ces poteries, dispersées sur le marché noir de l'Antiquité, évoquent l'œuvre d'artisans spécialisés, attestant l'existence d'ateliers locaux. Mais faute de contexte archéologique contrôlé, elles n'ont pu être datées avec précision, laissant planer le doute sur leur origine réelle. Selon un récit tamazight recueilli dans la vallée du Dra'a, Zéït aurait été fondé par un groupe dissident de bâtisseurs andalous, fuyant les persécutions de la Reconquista. Emportant avec eux leur savoir-faire en irrigation et en géométrie sacrée, ils auraient refondé une cité parfaitement alignée aux étoiles du Nord. Les textes clandestins, copiés sur des feuilles fleues de palmiers, mentionnent une cérémonie annuelle où l'on traçait, à l'aide de cordes et de perches, un grand cercle gravé dans le sable, censé maintenir l'harmonie cosmique de la ville. Ce rite, assimilé par les autorités marocaines à une réminiscence hétérodoxe, fut interdit officiellement au début du XXe siècle. Ces derniers pratiquants gardent le silence sur le lieu exact, de peur d'une intervention des services archéologiques. Dans un atelier secret de Fès, des cartographes magnéticiens se sont associés à des informaticiens pour établir une carte virtuelle de Zéït. Ils croisent relevés GPS, données sismiques et témoignages d'âges divers, tissant un modèle tridimensionnel interactif. Les premiers tests indiquent une densité d'occupation comparable à celle de Fès médiévale, avec un réseau dense de passages, de fontaines et de places publiques. Pourtant, toute tentative de terrain pour superposer ce modèle à la réalité aboutit à un néant topographique. Le désert s'offre intact au regard, sans la moindre trace d'un vestige bâti. Cette contradiction nourrit l'hypothèse que Zéït n'est pas seulement une cité, mais un principe d'illusion architecturale, conçu pour disparaître dès qu'on tente de l'appréhender. Et les spéculations les plus audacieuses évoquent sur la coexistence d'un univers matériel et d'un univers résonnant, superposé. Zéït existerait à la fois dans la réalité géologique et dans une dimension intangible accessible uniquement via un diapason de référence, peut-être conservé dans un des codex interdits sceaux d'Alexandrie. Sous cette lumière, la disparition de la cité prend un sens différent, non plus l'effacement d'un peuple, mais l'activation d'une architecture sacrée, programmée pour demeurer invisible à l'œil non initié. À mesure que s'estompe l'écho des pierres errantes et l'ombre des murailles mouvantes, une question demeure. Si Zéït officie comme la cité limite entre le tangible et l'invisible, quelle porte ouvrirait entre les parchemins interdits de Lemurie, où des secrets encore plus anciens attendent d'être dévoilés? Une brise marine chargée d'iode s'infiltre dans la salle souterraine, où des rayons de lampe à huile dessinent sur les murs d'ombre furtive le contour de caisses métalliques empilées. Dans l'une d'elles,
Un coffret de bois poli renferme des rouleaux de parchemin jauni liés par des cordelettes d'or passablement oxydées. On les appelle les parchemins de Lemurie, fragments d'un savoir oublié, prétendument rassemblés par des voyageurs malgaches et tamouls au tout début du XIXe siècle, avant de disparaître dans les archives du vice-roi des Indes. Pourquoi ces textes, dont le seul nom évoque un continent englouti, furent-ils jugés trop dangereux pour être étudiés ? Aux origines du mythe, l'océan Indien semblait n'être qu'une vaste mer d'horizon inconstant, où mouillaient des navires venus d'Arabie, de Perse et d'Extrême-Orient. Certains capitaines rapportèrent, dans leurs journaux, le souvenir de rivages couverts de forêts immenses, de palmiers gigantesques et de singulières montées de terre, comme une chaîne d'îlots surgie par illusion. Le naturaliste Philip Sclater, interrogeant la répartition des Lémuriens, suggéra l'existence d'un continent perdu, baptisé Lemuria. Bien que la tectonique des plaques ait depuis balayé cette théorie, plusieurs fragments de parchemin semblent confirmer l'existence d'un peuple qui prétendait en être l'héritier direct. Ces manuscrits, écrits dans une écriture hybride mêlant signes tamouls et glyphes incertains, portent l'empreinte d'un savoir multidisciplinaire. Des symboles mathématiques s'y entremêlent à des diagrammes astrologiques, tandis que de minuscules croquis montrent des êtres mi-humains, mi-amphibiens, descendant des flots par des escaliers de corail. Les conservateurs de la British Library se souviennent d'un ensemble de feuillets reçus en 1823, sous le titre de Lemurian Inscriptions, puis rapidement classés non authentifiés et transférés dans les réserves froides à l'accès strictement restreint. Les chercheurs autorisés à consulter ces pages rapportèrent en tout la même impression. Le cœur battant, ils ressentaient comme un frisson naviguant sous la peau, une présence ancienne. Selon des notes marginales attribuées à Elena Blavatsky, l'ésotériste russe, les rouleaux auraient d'un contenu des secrets de géométrie sacrée, inscrits par les prêtres rois de Lemurie pour stabiliser la croûte terrestre. Elle évoquait des formules gravées dans le granit, reproduites à petite échelle sur le parchemin, permettant de prévenir séismes et raz-de-marée. Ces affirmations, classées parmi les extravagances théosophiques, alimentèrent pourtant l'intérêt de certains ingénieurs britanniques de l'époque victorienne qui firent brièvement état d'expériences de microsismologie inspirées par ces textes. La réaction du gouvernement colonial fut immédiate. Tout document évoquant un savoir occulté fut confisqué et détruit. Un pamphlet anonyme, reproduit en lithographie à Pondichéry en 1847, décrit une expédition tamoule jusqu'à la haute vallée de la rivière Kaveri, où des grottes abritaient des rouleaux indéchiffrables. L'auteur, se faisant appeler Kavi Shivan, affirmait avoir vu des inscriptions illustrant la cartographie d'un royaume englouti au milieu de l'actuel océan Indien. Il mentionnait des piliers dressés sous l'eau, ornés de bas-reliefs figurant des batailles entre dragons marins et hommes pieuvres. Les ornements, dit-il, défiaient toute interprétation rationnelle. Les autorités missionnaires, choquées par ces récits jugés païens, interdirent la publication et mirent fin à l'imprimerie clandestine. Au cœur du pèlerinage vers ces textes se trouvait le scribe tibétain Kyabje Dorje Lingpa, qui aurait transcrit en 1702 plusieurs passages sur des lanières de peau de chèvre avant que le manuscrit ne soit emporté vers le sud par des marchands de coton. On raconte qu'en pleine nuit, il entendit un murmure venu de l'ombre, lui dictant des mots dans une langue inconnue, puis perdit conscience. À son réveil, ses parchemins étaient marqués de signes indéchiffrables, des spirales évoquant le flux océanique et des triforces alignés selon un modèle énigmatique. Ces feuillets, soumis plus tard à un examen par un philologue de Calcutta, ne purent être traduits, renforçant le mythe d'un texte apte seulement à ceux qui ont appris à écouter le monde. Les quelques fragments accessibles aujourd'hui révèlent un poème d'une grâce étrange, décrivant la mer aux 1000 rivages et le cœur des abysses, comme si l'eau avait sa propre musique, inscrite dans la pierre. Des paroles telles que « Là où l'écume danse avec le ciel, naît la mémoire des Lémuriens », flottement sur le parchemin, interrompues par des trous circulaires brûlés à l'extrémité d'une flamèche. Les spécialistes de littérature comparée s'interrogent. S'agit-il d'une poésie religieuse, d'un chant de guerre ou d'un code symbolique guidant une initiation ? Le silence officiel reste absolu. Lorsque l'on tente d'explorer le lieu supposé d'origine de ces documents, entre Madagascar et les Mascareignes, on découvre tout au plus des récifs isolés, de petites îles coralliennes sans vestiges d'occupation ancienne. Les géologues
se refusent à tout examen, proposant une élévation terrestre antérieure, tandis que les anthropologues n'ont trouvé aucune tradition orale survivante faisant référence à un continent englouti. Pourtant, certains habitants de Mauritius continuent d'en fredonner, au bord de la lagune, un air qu'ils disent hérité de leurs ancêtres malgaches. Quelques mots, semblables associés à ceux d'un dialecte oublié, se mêlant à la brise, presque inaudible. Au XXe siècle, les passionnés de cryptozoologie évoquèrent le lien avec d'étranges créatures marines aperçues près de Tromelin, parfois décrites comme des tortues géantes aux motifs colorés rappelant les minutions du parchemin. Les biologistes rejetèrent dans ces récits comme confusion, mais un groupe de plongeurs indépendants jura avoir découvert, sous 100 mètres d'eau, une dalle couverte de glyphes ressemblant à ceux des rouleaux conservés à Londres. Aucune autorisation de recherche officielle ne fut accordée, et les enregistrements sonars de l'expédition furent qualifiés de séquences corrompues. Les mains qui touchent ces rouleaux ressentent, selon les témoignages, une vibration subtile, détenue par la structure même des fibres du parchemin. Les neurosciences actuelles parlent d'une stimulation sensorielle due à la mémoire tactile, mais le mythe persiste d'un champ lithique inscrit dans la matière. Ceux qui ont tenté de scanner les textes par imagerie multispectrale ont rapporté l'apparition éphémère de figures dorées, silhouettes humanoïdes flottant dans un océan céleste. Ces images fugaces effrayèrent plus d'un chercheur qui préféra classer son dossier et quitter le domaine pour toujours. La raison officielle invoque la fragilité des documents et l'absence de méthodes fiables pour les restaurer. Les laboratoires de conservation s'abrident derrière une précaution extrême, interdisant toute manipulation prolongée. Mais certains chercheurs indépendants affirment, en secret, que l'enjeu va au-delà de la fragilité matérielle. Restaurer pleinement ces parchemins, c'est ouvrir une fenêtre sur une cosmologie préhumaine susceptible de remettre en question l'adéquation entre science et spiritualité. Un savoir qui transcenderait les frontières entre le visible et l'invisible, le mur du rationnel et la brèche de l'imaginaire. Dans le silence feutré des réserves de la British Library et du bibliothécaire de Bombay, résonne la question. Quel destin réservé aux souvenirs de Lemurie ? Les rouleaux interdits demeurent un puzzle impossible, mais peut-être, au détour d'une strophe oubliée, percevra-t-on la note inaugurale d'un chant plus vaste. Et ces vers, ce murmure promis que l'on se tournera ensuite, prêt à explorer le fragment censuré de Thulé, porte d'un autre monde, tout aussi secret et insondable. Un souffle glacé parcourt les étendues de glace, portant avec lui le craquement lointain des flosses brisées. Sur une carte datant du milieu du XVIIe siècle, un emplacement intrigue les savants. Thulé, île aux confins du monde, dont un unique fragment de manuscrit grave les contours. Ce morceau de parchemin, retrouvé dans les marges d'un atlas hollandais, porte des annotations raturées, comme si l'on avait voulu effacer d'un coup de plume les vérités qu'il révélait. Quel secret si redoutable poussait à censurer ces lignes, au point de dissimuler l'existence d'une terre hors des routes connues. Les récits officiels évoquent Thulé comme un mirage, un mythe hérité des géographes anciens, apprivoisé par Ptolémée, transformé par Olaus Magnus en terre peuplée de géants barbares. Pourtant, au cours de l'hiver 775, le cartographe Peter Goos affirma avoir découvert un fragment de document lapidaire incisé dans le marbre d'un obélisque viking où figurait le mot THVLLI écrivant le nom même de l'île. Les bibliothèques de Codex de Copenhague conservent une copie de ce relevé, mais il fut jugé non conforme aux sagas établies et relégué dans un coffre scellé, là où les chercheurs devaient demander autorisation pour en apercevoir l'ombre. Le fragment lui-même mesure à peine quelques centimètres, tracé à l'encre sombre sur un support de lin traité à la graisse de cétacé. On y lit, sous plusieurs lignes biffées, une phrase à demi effacée. Là où le soleil meurt en sang, s'élève la cité de pierre rouge. Cette référence à une « cité de pierre rouge » sembla contredire les écrits des chroniqueurs islandais qui décrivaient Thulé comme un rocher gris, balayé par les tempêtes, sans aucune trace de construction humaine. Comment concilier ce mot gravé, unique vestige d'une civilisation polaire, avec les récits habituels ? Au début du XVIIIe siècle, un équipage danois explora la côte nord-est du Groenland, repérant des blocs inhabituels de gneiss teintés d'hématite, offrant une teinte rougeâtre aux falaises. Les marins rapportèrent aussi la découverte de quelques arches partiellement ensevelies, sous la neige, alignées selon un axe qui ne correspondait à aucune orientation astronomique connue. Ces remarques se trouvent dans le journal du capitaine Hans Egede,
mais les passages relatifs à la citadelle rouge furent expurgés avant publication. Un érudit de l'Académie royale de Copenhague, interrogé à l'époque, fit allusion à une censure supérieure, sans préciser si elle émanait du roi, de l'Église ou d'un cercle de nobles arctiques. L'interprétation moderne de ce fragment censuré se heurte au silence des sources. L'absence de fouilles autorisées en Arctique oriental empêche toute confirmation. Cependant, des relevés lidar récents, financés en marge de projets climatiques, ont détecté, sous un champ de glace retraité, une structure aux angles nettement anguleux d'environ 30 mètres de long. Les scientifiques, prudents, parlent d'une formation géologique singulière, mais certains cartographes indépendants y voient l'emplacement possible de la cité de Pierre Rouge. Quel jeu de pouvoir interdit de creuser ces strates et de révéler l'éventuelle substance d'un monde oublié. Les sagas islandaises, compilées au tournant du XIIIe siècle, mentionnent un lieu nommé Bloddil Kristni, le riff où le sang se fige. Les traducteurs modernes tentent à expliquer ce nom comme la référence aux algues rouges recouvrant les rochers au printemps. Pourtant, le fragment de Thulé parle d'une architecture sculptée dans la roche incarnadine, évoquant un art monumental, proche de celui des murs cyclopéens de l'acropole ou de ceux des fortifications nuragiques. Un tel point de comparaison intercontinentale aurait bouleversé l'idée d'un monde ancien compartimenté. Au milieu du XIXe siècle, des contrebandiers norvégiens circulaient le long de la côte est groenlandaise. Ils rapportèrent avoir vu, au cœur d'un fjord gelé, des silhouettes de tours à créneaux, esquissées à travers le brouillard. Ces informations figurent dans un carnet jamais publié, conservé dans une collection privée d'Oslo. Lorsque des chercheurs tentèrent d'en obtenir une copie, on leur opposa un refus catégorique. Cette histoire est trop dangereuse pour la réputation de la science nordique. De quelle inquiétude parle-t-on, sinon de la remise en question de la prédominance des peuples scandinaves dans la colonisation de l'Arctique ? Le fragment censuré de Thulé mentionne également un rituel ancestral. Lors du solstice de glace, les habitants élevèrent une tour de feu sur la falaise afin d'attirer l'œil du soleil mourant. Fabriquée en pierre rouge, la tour jetait une lueur crépusculaire visible à des dizaines de milles marins. Les indices de ce rituel persistent dans quelques vieux chants groenlandais, transmis oralement dans certaines familles des Inuits. On y parle d'un phare oublié dont la dernière flamme s'est éteinte avant le passage des baleiniers européens. Pourquoi ces témoignages oraux ne furent-ils jamais pris au sérieux ? Les questions se multiplient. Pourquoi l'Église luthérienne refusa-t-elle de financer une expédition sur ces terres inhospitalières, si ce n'est pour maintenir le contrôle sur la légitimité historique de la région ? Et quel silence accompagnait les traités signés entre les royaumes scandinaves et les chefs inuits, lorsque l'Arctique entr'ouvrait ses portes à une civilisation avancée, révélée par ce unique fragment ? Chaque bifure dans le document original semble vouloir étouffer un pan de l'histoire, faire oublier qu'un jour, des hommes de pierre rouge marchèrent sur ces rivages gelés. Dans l'écho de ces supputations, le fragment agit comme un aimant pour l'imaginaire. Il appelle à repenser la frontière entre l'Atlantique Nord et l'Arctique, entre le connu et l'inconnu. Le mystère de Thulé, loin d'être un simple mythe, se présente comme la mémoire d'une humanité dispersée, capable de bâtir au-delà du cercle polaire. Alors que l'on referme ce chapitre sur un monde englouti par la glace et le secret, un autre mystère attend d'être approché. Les secrets engloutis de l'île Rouge, où la mer cache encore des cités aux pierres incandescentes. Le ressac monotone caresse des pierres coralliennes érodées, recouvertes d'une mousse écarlate qui semble argentée sous le lointain éclat du phare. Au sud-ouest de l'archipel, l'île Rouge n'est plus qu'un cercle de falaises ocre dépassant à peine des eaux turquoises. Pourtant, entre deux marées hautes, les pêcheurs racontent avoir vu surgir sous la surface les vestiges d'un port antique où s'alignaient des quais de basalte poli. Quelles mains jadis façonnèrent comment ces blocs et quel port prospère aujourd'hui noyé a-t-il servi ? Les récits oraux des habitants de l'île évoquent une cité maritime nommée Azetra, réputée pour ses navires caravanes reliant le Levant à l'Indus. Les anciens parlaient d'un atlas gravé dans la roche où figuraient les routes de mousson, jalonnées de phares de corail et d'obélisques mystérieux. Aujourd'hui, aucun document officiel ne fait mention de la ville, et les récits, transmis de génération en génération, furent longtemps jugés des légendes créées pour attirer les visiteurs. Pourtant,
Plusieurs plongeurs attentionnés rapportèrent, dans des carnets privés, des plans sous-marins dessinant une forme géométrique parfaitement rectiligne, la silhouette d'un bassin portuaire enseveli. Au début des années 1980, une mission archéologique franco-italienne, financée par un mécène discret, plongea dans la baie Ouest. Les sonars révélèrent des alignements de pierres à plusieurs mètres de profondeur, formant des lignes droites interrompues par des crevasses naturelles. L'ébauche d'une chaussée submergée se devinait, reliant deux promontoires. Mais les résultats de cette campagne furent tantôt jugés inexploitables par le Centre national de la recherche scientifique, qui refusa de publier les données brutes. L'hypothèse officielle retint l'explication d'un tombolo effacé, sans procéder à des travaux de terrain conséquents. Les fragments de poterie, ramenés à la surface par des plongeurs amateurs, portaient des inscriptions en alphabet dialectal, phénicien, évoquant des transactions commerciales de pourpre et d'étain. Un petit vase, légèrement craquelé, mentionnait le nom d'un marchand, Baal Rahab, dont la parenté supposée avec des tribus sarrasines alimenta les spéculations sur une présence plus étendue des Phéniciens dans la mer Rouge. Les experts de l'université de Beyrouth, auxquels on montra ces tessons, confirmèrent l'authenticité du matériau, mais soulignèrent l'impossibilité de dater précisément l'objet, faute de contexte archéologique contrôlé. Les légendes racontent aussi que des moines coptes, fuyant les persécutions du IVe siècle, trouvèrent refuge sur l'île Rouge et transformèrent une ancienne basilique portuaire en monastère souterrain. Des graffitis en langue copte, gravés dans une crypte inondée, font mention d'un sanctuaire des eaux translucides, conçu pour célébrer la résurrection symbolique au rythme des marées. Ces inscriptions, érodées par le sel, restent à peine lisibles et n'ont jamais été étudiées par des épigraphistes professionnels. Les autorités religieuses contactées évoquent des difficultés de conservation et refusent tout projet de relevé. Les géologues modernes, utilisant la datation au radiocarbone de fragments d'algues prélevés sur les murs immergés, estiment que la submersion du port d'Azetra remonte à un séisme côtier majeur survenu aux alentours de 1200 de notre ère. Cette date coïnciderait avec les chroniques ottomanes évoquant un petit tsunami ayant frappé plusieurs îles de la mer Rouge. Toutefois, la sédimentation rapide de la zone a effacé les preuves sédimentaires et les forages s'interrompent toujours avant d'atteindre les niveaux archéologiques. Qui a ordonné ces limites strictes et dans quel but? Au cœur de l'île, une cavité naturelle surplombant la mer abrite des gravures rupestres semblables à celles de Pétra, des sphinx sculptés, des figures ailées à la posture hiératique et un grand disque solaire encerclé de pointes triangulaires. Les archéologues locaux en parlent à voix basse. Ces sculptures n'en témoigneraient entre d'un culte solstice reliant l'île Rouge aux traditions nabatéennes de Jordanie. Le paysage sculpté faisait partie d'un sanctuaire extérieur, aujourd'hui menacé par l'érosion et classé site interdit pour protéger des vestiges estimés trop fragiles. Les seules photographies disponibles, prises par un touriste il y a 20 ans, circulent encore sur des forums d'archéologie clandestine. Plus énigmatique encore, des relevés magnétiques détectèrent une anomalie linéaire traversant l'île de part en part, large de plusieurs mètres. Certains chercheurs indépendants y voient la trace d'un aqueduc souterrain, acheminant l'eau douce captée dans les montagnes vers la ville ensevelie. Les dieux anciens des caravanes, disent-ils, exigeaient que chaque port fût autosuffisant en eau pour garantir la survie des équipages. Ce savoir hydraulique si impressionnant n'apparaît nulle part dans les traités médiévaux sur l'hydraulique islamique. Pourquoi cette omission systématique? Au crépuscule, lorsque le soleil s'abîme dans l'horizon océanique, l'île Rouge semble redevenir un simple témoignage géologique, un îlot désertique entre deux continents. Pour ceux qui connaissent l'histoire interdite, la voir ainsi oubliée laisse un goût amer. Chaque vague qui s'écrase sur les falaises recèle un écho de pierre, un fragment d'histoire enseveli sous 15 siècles de secrets. Et tandis que l'écume reprend son lent va-et-vient, un autre chapitre se prépare à émerger des profondeurs, l'héritage dissimulé des platonistes, gardiens d'un savoir philosophique trop subversif pour la surface du monde. Dans l'ombre feutrée d'une crypte alexandrine, le souffle de l'air semble porteur d'un écho ancien. Des voix qui disputent en grec attique, des mots qui jouent sur la frontière du visible et de l'invisible. Ici, au cœur d'une salle circulaire ornée de fresques effacées, se murmurent les fragments d'un enseignement que l'on croyait éteint depuis l'avènement du christianisme. Les platonistes, disciples secrets du philosophe, avaient élaboré un corpus de traités et de commentaires, loin des copies officielles, où ils tissaient une mosaïque de symboles.
Ce savoir, trop dérangeant pour les autorités ecclésiastiques, fut peu à peu effacé, laissant derrière lui une série de pistes évanescentes, un héritage dissimulé voué à renaître seulement entre des mains initiées. Au siècle de notre ère, alors que l'Église de Nicée consolidait sa doctrine, certaines écoles platoniciennes résistèrent à l'uniformisation théologique. Elles conservaient, dans des hypogées souterrains, des rouleaux de papyrus décrivant des versions alternatives du Timée et du Phédon, où l'homme n'était pas seulement image du divin, mais instrument de la révélation cosmique. Ces textes surgit des ateliers d'Hermias d'Alexandrie, mêlant les géométries sacrées, théorie des idées et spéculations sur l'âme universelle. Les clercs, redoutant ce mélange d'ésotérisme et de métaphysique, ordonnèrent la destruction de ces rouleaux sous peine d'hérésie. Seuls quelques fragments furent exfiltrés vers Constantinople, emballés dans des coffrets d'étain et transmis à un cercle de lettrés dissidents. À Constantinople, le philosophe Olympiodore le Jeune prit le relais de cette tradition clandestine. On lui attribue la composition d'aphorismes à la plume d'or, recopiés sur de longues bandes de cuir, ou figurés en des allusions voilées à la réincarnation et à l'accès direct à l'idée du bien. Ces aphorismes, connus sous le nom de sentences d'Hermès, furent dissimulés dans la base d'une colonne de marbre, sous le palais impérial. Les savants byzantins, persuadés qu'ils contenaient un enseignement païen, mirent s'attendre 4 siècles à reconnaître leur origine platonicienne, avant de les intégrer à un glossaire latin. Pourtant, l'accès restait limité. Seuls quelques prélats possédaient la clé d'une armoire secrète située dans la bibliothèque du patriarcat. Lors de la chute de Constantinople, en 1453, ces manuscrits ont pris la mer vers l'Italie, dissimulés parmi les caisses d'antiquités patriciennes. À Florence, un cercle d'humanistes, Laurent de Médicis en tête, reçut ces feuilles délicates, écrites avec une encre phosphorescente qui apparaissait sous la lueur d'une lampe à huile. Les copistes, fascinés, réalisèrent des transcriptions partielles, en traduisant parfois les formules arithmétiques en hexamètre latin. Mais le pape Paul II, averti de l'existence d'un traité intitulé De Anima Mundi, interdit leur copie, craignant que l'idée d'une âme mondiale n'affaiblisse le dogme du salut individuel. Les amanuenses que les Florentins durent effacer de leurs exemplaires les passages incriminés, ne laissant plus que de vagues mentions en marge. Malgré ces censures, l'influence platonicienne perdura, mais sous un jour voilé. Les philosophes de la ripaille, parmi lesquels Marcille Ficin, traduisirent clandestinement le vieux commentaire d'Achille Tatius, insérant dans les marges des références au locus amoenu, au lieu de la beauté pure. Ils composaient, eux, des codex de petite taille, fabriqués dans un parchemin teint à l'indigo pour échapper aux inquisiteurs. Certains de ces codex, aujourd'hui dispersés dans des collections privées en Europe centrale, portent encore le sceau d'un cercle initiatique, un serpent mordant sa queue, symbole de la circularité de l'âme. Au XVIIe siècle, l'archevêque de Rhodes découvrit dans un ermitage grec une liasse de versets attribuée à Numénius de Smyrne, philosophe néo-platonicien du XIIe siècle, souvent ignoré des commentateurs latins. Ces versets, gravés en lettres d'écaille sur des lamelles de bronze, exposaient une cosmologie où l'âme individuelle pouvait fusionner par la contemplation à l'âme du monde. Fustigé comme hérétique, l'archevêque enferma ces plaques dans un coffre de fer noir situé sous sa cathédrale au milieu des gargouilles. Un seul de ses proches, l'érudit Athanase Koumanoudès, prit la peine de les copier en secret, transmettant ce trésor au milieu du XVIIIe siècle à un congrès de jésuites sévères. Ces derniers, frappés par l'audace de l'idée, préférèrent l'enterrer dans les archives de Rome plutôt que de le diffuser. Les Lumières apportèrent un regain d'intérêt pour Platon, mais paradoxalement, l'héritage dissimulé resta hors du domaine public. En 1802, le sinologue William Jones, traducteur de textes sanscrits, rapporta avoir vu, au monastère de Sainte-Catherine du Sinaï, un codex portant la double inscription en grec et en Devanagar, une page du Timée commentée par un anonyme alexandrin du siècle. À l'encre rouge apparaissaient des dessins géométriques détaillant la construction du dodécaèdre comme image de l'univers. Ces feuillets, pris comme curiosité exotique, furent expédiés en Angleterre, puis réexpédiés à Calcutta pour une étude conjointe. Finalement, ils se perdirent dans les méandres de la British Museum, catalogués manuscrits oriental anonymes. À la croisée du romantisme et de l'occultisme, la société théosophique de Madame Blavatsky alimenta la légende d'une académie secrète, descendant directement des platonistes antiques.
Elle prétendait que ces gardiens de la philosophie veillaient encore sur le monde, transmettant leur savoir lors de rencontres nocturnes sous des portiques de marbre cachés dans les campagnes d'Angleterre. Les sceptiques y voyaient un roman ésotérique, mais la découverte en 1893 d'une pierre tombale portant l'inscription latine Philo Hillel Vestris à l'entrée d'un manoir du Wiltshire raviva les spéculations. Les recherches officielles firent état d'une simple dédicace funéraire, mais la pierre disparut, remplacée par une stèle anonyme. Au XXe siècle, l'apparition des papyrus de Nag Hammadi offrit une lueur d'espoir pour retracer cette chaîne platonicienne. Certains codex, examinés par les papyrologues, montraient l'ensemble des corrections dans la marge, des renvois à un dialogue mystérieux appelé hypotyposéis. Les étudiants d'Oxford et de Paris se passionnèrent pour cette possible œuvre perdue, jusqu'à ce que les éditeurs officiels omettent systématiquement ces renvois dans leurs éditions critiques. La rumeur court qu'un volume original, écrit en uncial, gît dans un coffret de la Bibliothèque nationale de France, injoignable aux chercheurs internationaux. Aujourd'hui, l'héritage dissimulé des platonistes apparaît comme un palimpseste, où chaque reformulation canonique remplace une pensée plus audacieuse. Quant aux confins des réserves documentaires, des chercheurs indépendants s'acharnent à recomposer les fragments de cet enseignement. Géomètres, philologues et mystiques s'unissent pour décrypter le sens des formes, des nombres et des sonorités sacrées. Ils cherchent la clé qui ouvrirait la porte des idées, mentionnée dans une note anonyme gardée dans le secret d'une bibliothèque privée. Dans le calme pénétrant d'une nuit sans lune, on perçoit parfois l'écho de ces chuchotements platoniciens, invitant à contempler le ciel comme un grand miroir de l'âme. Cet héritage, fragile et dissimulé, rappelle que la pensée portée au plus haut de ces élévations n'est jamais à l'abri de la censure, et que la quête de la vérité nécessite parfois de sortir des sentiers tracés pour suivre dans l'ombre les traces d'un savoir que l'on croyait perdu. Le voile se lève déjà à l'orée de nouveaux secrets, celui du codex taupe de la Vallée d'Or où d'autres feuillets interdits attendent d'être découverts. Un souffle tiède parcourt le creux d'une gorge où les parois ambrées sont ce tintement des reflets du soleil couchant. Là, dans la Vallée d'Or, des vents légers soulèvent un halo de poussière scintillante, comme si la terre émettait une lueur intérieure. Au cœur de ce paysage incandescent, une grotte dissimulée derrière un rideau de lianes cache un trésor de cuir taupe, un codex dont les pages, semblables à des membranes textiles, conservent le poids silencieux de secrets presque oubliés. Comment cet ouvrage en peau de bête, couturé d'un fil d'argent ancien, a-t-il pu traverser les siècles sans éveiller la convoitise des empereurs et des colonisateurs ? Les premières mentions du codex apparaissent donc dans le journal d'un voyageur andalou du XIIIe siècle, Ibn al-Qara, qui décrivit une relique tissée dans la pénombre des astres et gardée par une confrérie de chamans. Selon lui, le cuir avait été préparé à partir d'une matière végétale, imprégnée de résines ambrées, puis teintée à la cendre d'un arbre monumental du désert. Les pages, souples mais résistantes, étaient peintes marquées par des caractères calligraphiés dans une encre sombre, obtenue grâce à la suie d'une lampe à huile traversée de minces éclats de mica. Chaque trait évoquait le tracé d'une constellation oubliée, éclatant comme un murmure céleste sur un fond taupe. On raconte que la confrérie, nommée les gardiens de la lumière cachée, imprima par pression hydraulique le texte du codex, se servant de l'eau pure jaillissant d'une source sacrée. Cette eau, selon la légende, portait dans ses filaments des micro-organismes fluorescents, capables d'activer certaines encres à la lueur de la pleine lune. Ainsi, les pages du codex devenaient momentanément translucides, révélant des dessins de mandalas stellaires et de lignes de force reliant l'homme à la Terre. Pourquoi ce procédé complexe fut-il réservé à un cercle si étroit et quel savoir initial cherchait-on à préserver au prix de cette rareté ? Au XVIe siècle, lors de la campagne de conquête des hauts plateaux, un conquistador espagnol, le capitaine Rodrigo de Salazar, prétendit avoir aperçu ce codex dans une alcôve de l'ancienne capitale de la Vallée d'Or. Son récit, consigné dans un cahier de cuir relié aux armes de Charles Quint, mentionne un livre dont les lettres semblaient vivantes comme une langue parallèle. Cependant, les passages où il décrivait les rituels pluriaquatiques, cérémonies où l'on versait de l'eau sur le cuir pour libérer un chant inaudible, furent systématiquement rayés avant l'envoi du rapport à la cour de Madrid. Quel embarras suscitait auprès du pouvoir l'idée qu'un simple rouleau puisse envelopper un rituel sonore capable d'altérer l'esprit. Le codex taupe semble structuré en 3 parties.
La première, fragmentaire, aborde des tables de correspondance entre les constellations et les crêtes montagneuses alentour. Ces pages sont ponctuées de commentaires en écriture micrographique, semblables à de fins réseaux veineux, décrivant la direction des flux telluriques. Les chercheurs contemporains, étudiant ces fragments empruntés à un collectionneur privé de Lisbonne, notent que les schémas ne se limitent pas à une géographie symbolique. Ils se superposent aux relevés géologiques modernes, indiquant des failles susceptibles de générer des sources minérales. Aurait-on là une carte sacrée d'un savoir ancien d'hydrologie et de minéralurgie, transmis uniquement à ceux pratiquant un art d'écoute profonde de la Terre? La deuxième partie du codex, plus volumineuse, est consacrée au rituel de l'ombre dorée. Elle décrit, à travers une prose poétique, des cérémonies nocturnes réalisées autour de bassins creusés dans le grès. Les paroles, souvent inscrites en strophes à peine discernables, s'enchaînent selon un rythme que l'on devine par la répétition visuelle d'un motif en spirale. Ces cérémonies visaient, dit-on, à tisser un lien entre les participants et les esprits des anciens bâtisseurs de la Vallée d'Or. Les traces d'huile parfumée détectées sur certaines pages suggèrent qu'on y déposait des gouttes de bois de santal et de roses séchées, intensifiant l'expérience olfactive lors des invocations. Pourquoi cette dimension sensorielle fut-elle gommée des récits officiels, réduits à un simple folklore végétal? Le cœur du codex repose dans sa troisième section, intitulée « Le chant muet des ancêtres ». Ici, les pages ont été perforées de minuscules trous formant un réseau régulier, tel un instrument de musique invisible. Un vieux carnet du début du XXe siècle, conservé dans une bibliothèque de Casablanca, reprend cette idée en vantant un rituel où l'on tendait le codex au vent du canyon, produisant un murmure continu, comparable au souffle des grandes orgues. Les expéditions menées dans les années 1970 par des chercheurs français confirmèrent au chat la présence de micro-perforations, mais la sensibilité acoustique n'a jamais été mesurée scientifiquement. Le silence bureaucratique fit obstacle au financement pour étudier le phénomène. La localisation du codex reste incertaine. Certains échos situent sa cache dans une salle souterraine du village de Tizi, Nourika, au pied du Haut Atlas. D'autres indices, recueillis auprès d'une consoeur berbère, mentionnent une grotte au-dessus du col du Tizi Entest où l'on cite un cairn coiffé d'un disque de métal noir. Les rumeurs tournent autour d'un gardien solitaire, descendant d'une lignée de gardiens, qui refuserait tout entretien. Comment la transmission orale et la crainte de profaner un objet sacré ont-elles contribué à maintenir la légende vivante, mais fragmentaire? Au cours du XIXe siècle, des missionnaires zélés rapportèrent la présence d'un manuscrit démoniaque, qu'ils voulurent brûler pour sauver les âmes locales. Cependant, on raconte qu'un sage musulman de Marrakech, averti de l'imminence de cette destruction, transféra le codex dans une série de valises doubles en bois, réparties dans plusieurs mosquées. Grâce à cette dispersion, seules quelques pages furent exposées aux regards étrangers, et la majeure partie du livre échappa au bûcher. Cette précaution, motivée par le respect d'un savoir perçu comme saint, témoigne d'une alliance fragile entre tradition mystique et pratiques religieuses. Malgré les dispersions, des lueurs de continuité subsistent. Un fragment récemment acquis par un musée de Rabat montre un petit cercle de cuir, isolé sur la page, entouré de 3 symboles lunaires. Les restaurateurs, intrigués, ont intégré ce morceau à une exposition sur les manuscrits médiévaux sans révéler sa provenance exacte. Les visiteurs y perçoivent à peine le mystère latent, un codex qui mélange géométrie astronomique, rituels chamaniques et musique secrète, échappant à toute classification académique. La tentation de décrypter entièrement le codex taupe reste tenue en échec par l'absence d'un index ou d'une traduction complète. Seuls quelques érudits, travaillant dans l'ombre de bibliothèques privées, s'efforcent de recomposer les passages manquants en utilisant des techniques de photographie multispectrale. Des résultats préliminaires laissent entrevoir des cartouches effacées, d'anciens seaux de cire et même des annotations dans une langue apparemment morte. Quelle alliance de langues et de symboles ce codex noue-t-il, sinon celle d'une humanité autrefois unie par un désir commun de comprendre l'invisible? À mesure que le soleil abandonne la vallée d'Or à ses crépuscules flamboyants, le codex taupe reste un vestige à la fois fragile et indomptable. Son cuir, patiné par des millénaires, résonne encore du frémissement des voix ancestrales que l'on n'entend plus qu'en rêvant. Tant que ces pages dispersées n'auront pas retrouvé leur cohérence, l'ombre d'un monde fondu dans la poussière dorée de la vallée continuera d'échapper à notre regard. Et c'est dans ce vide de savoir qu'apparaît déjà un nouvel appel vers le tome maudit d'Hermopolis, où s'élaborent d'autres consonances comme si secrètes.
Le crépuscule diffuse une lumière ambrée sur les ruines, étrangement dressées d'un vieux sanctuaire, dressées aux confins d'une plaine calcifiée. Sous les efflorescences salines, l'empreinte fragile d'une écriture inconnue se devine sur des stèles brisées, de fins traits gravés dans un calcaire pâle, évoquant des symboles qui semblent glisser entre géométrie et poésie. Là, dans le souffle léger du vent couchant, se murmure le nom d'un peuple effacé par le temps, les Néboches, dont les savoirs, accumulés dans des cités de briques cuites et de canaux, furent dispersés sous le poids des siècles. On ne sait d'eux que des échos fragmentaires, reçus par la voix de chroniqueurs grecs et perses qui, au 1er siècle avant notre ère, relatèrent l'existence d'une cité nommée Zor-Zaphon, fondée sur l'eau vive d'une source thermale aux vertus curatives. Selon Strabon, un traité médical était conservé dans un temple, décrivant des mélanges de sels minéraux et de résines locales capables de soulager fièvre et douleurs articulaires. Ces recettes, notées dans une langue sémitique archaïque, auraient disparu lors d'un incendie ravageant la bibliothèque sacrée. Les quelques fragments recopiés par des moines johnnites furent jugés contraires à la doctrine et relégués aux marges secrètes des monastères syriaques. Les Néboques semblent avoir inventé une première forme de thermométrie, consignant la dilatation de certains métaux chauffés par l'eau chaude de leur source. Une lueur apparaît dans quelques lignes marginales, esquissées en cunéiforme tardif. Une série de symboles décrivant le comportement du mercure et d'un alliage teint-plomb utilisé pour fabriquer des arastras, ces moulins hydrauliques servant à la mouture des céréales. Les archéologues modernes ont retrouvé des frêles croquis sur des tablettes d'argile, récupérés dans des fouilles clandestines près du Tel de Haran, mais l'interprétation reste incertaine. Était-ce un protocole technique ou un vocabulaire ésotérique réservé aux seuls initiés ? Un autre pan de leur héritage portait sur l'astronomie. Des éclats de calendrier lunaire gravés sur des anneaux de pierre mentionnaient non pas 12 mois, mais 13 phases solaires, calculées à partir de l'observation de Vénus. Les Néboches, selon Ptolémée, parlaient d'un croissant soléen, un croissant censifère, moment précis où l'on mesurait la distance angulaire du Soleil et du point vernal pour prédire les saisons de plantation. Ces fragments furent découverts au XXe siècle dans les réserves de la bibliothèque de Boukhara, cataloguées sous texte persan mineur, puis oubliées dans l'attente d'une révision. Des photographies en noir et blanc, prises avant la Seconde Guerre mondiale, montrent des inscriptions plus complètes, mais les originaux ont disparu dans un bombardement. Leurs traités de métallurgie méritent une mention à part. Les Néboques, maîtres d'un art du feu, extrayaient sur le cuivre brut des filons de la région du Zagros et maîtrisaient déjà la réduction du zinc, longtemps considérée comme une découverte moderne. Un fragment de four à réduction, daté au carbone 14 autour de 300 AVD-GMC, présente des traces d'alliage, contenant jusqu'à 4% de zinc. Ce savoir chimique, consigné dans un glossaire technique sur des tablettes codées, fut repris par les artisans d'Alep puis effacé des manuels ottomans du XVIIIe siècle, au profit d'une classification plus simple du cuivre et du bronzage. Pourquoi ce renoncement, par oubli, par intérêt commercial ou sous la pression de corporations jalouses ? Au cœur des débats contemporains, certains philologues proposent de lire ces textes comme le témoignage d'une philosophie pratique. La connaissance n'était pas séparable de l'action, et chaque expérience devenait un pas vers la compréhension du cosmos. Les Néboques croyaient que chaque élément, eau, terre, air, feu, portait en lui un fondement numérique et que la somme de ces nombres formait un motif universel, l'empreinte du monde, gravée sur leurs murs sacrés. Des relevés de stèles, effectués par un architecte discret en 1992, indiquent la présence de pentacles et d'hexagrammes, mais l'étude de ces symboles fut jugée trop proche de l'ésotérisme et exclue des publications académiques. Les héritiers lointains de cette tradition sont peut-être les astronomes babyloniens de Koum, qui, au Xe siècle, développèrent un observatoire financé par des mécènes fatimides. Des marges d'une copie arabe du Zij al-Sabir font allusion à observations selon l'ancienne tradition de Haran, sans citer explicitement les Néboques. Les savants ottomans, se méfiant de toute référence pré-islamique jugée superstitieuse, supprimèrent ces mentions lors des réimpressions et transformèrent le patrimoine en un corpus purement théorique, déconnecté de son contexte expérimental. Aujourd'hui, la quête des savoirs perdus des Néboques passe par un assemblage patient de fragments épars.
Fouilles légales et clandestines, archives photographiques, récits arabes omis, enluminures médiévales dissimulées. Des équipes d'historiens, d'archéologues et de chimistes se réunissent en petits colloques informels, souvent à Istanbul ou à Damas pour confronter leurs indices. Le moindre éclat de tablette, le plus ténu dessin de diagramme, devient la pièce d'un puzzle qui refuse de se laisser recomposer. Le murmure persistant de ces textes oubliés nous rappelle que la science n'est pas une progression linéaire, mais un tissage complexe, et que certains savoirs, trop vulnérables ou trop précieux, peuvent disparaître sous le silence de l'histoire. Tandis que la nuit étend son voile sur les ruines du Tell de Harran, une dernière question résonne. Quelles pages restent encore cachées dans des collections inconnues, prêtes à révéler l'éclat évanoui d'un peuple qui n'a jamais renoncé à sonder le monde ? Un vent chaud chargé de sable s'insinue entre les ruines de colonnes brisées, portant un écho lointain de rituels oubliés. Dans une niche secrète, taillée au cœur du temple de Thoth, repose un manuscrit dont la reliure de cuir pourpre semble suinter une lueur sombre. On l'appelle le tome maudit d'Hermopolis, un volume de papyrus enduit de résine, dont chaque page, couverte de signes hiéroglyphiques, étirée comme des ombres vivantes, paraît réclamer un secret trop vaste pour la voix des hommes. Qui a osé consigner là-dedans des paroles capables de renverser l'ordre des mondes visibles et invisibles ? Au cœur de l'Égypte gréco-romaine, Hermopoli Magna brillait comme un phare intellectuel, sanctuaire de Thoth, dieu de la parole, de l'écriture et de la mesure du temps. Ces prêtres, archivistes des savoirs anciens, compilèrent jadis des traités de métaphysique et de magie, convoquant l'essence même des étoiles pour guider le destin des mortels. Le tome maudit circulait parmi eux, mais bientôt la rumeur de ces vertus interdites franchit les murailles d'airain du temple. On disait que quiconque lisait ces formules à la pleine lune évoquait des créatures nocturnes, et que l'encre même brûlait la langue de celui qui prononçait les noms des esprits de la nuit. Les premières mentions de ce livre se trouvent dans les écrits d'un héros romain, Publius Marcellus, au 1er siècle de notre ère. Dans un rapport au pontife de Rome, il décrivit un rouleau tantôt lumineux, tantôt opaque, recelant un rituel de transmutation des métaux et un code d'ouverture des portes du duat. Les sénateurs, effrayés par la perspective d'un pouvoir qui défiait la frontière entre la vie et la mort, ordonnèrent la saisie de tous les exemplaires. Nombre furent jetés dans le Nil, d'autres brûlés devant les portes de la cité. Mais quelques pages, arrachées et cachées, parvinrent jusqu'au monastère chrétien d'Égypte. Au IVe siècle, un père du désert, Ammonios le confesseur, laissa transcrire dans une grotte de la Thébaïde des extraits fragmentaires. Il nota avec tremblement de main les formules de protection contre les démons, tout en raturant une partie du texte qui faisait vaciller la flamme du juste. Son linceul de parchemin, refermé avec un sceau de cire noire, ne révélera jamais entièrement la puissance de ses invocations. Lorsque les Bédouins pillèrent les coven monastiques, ils s'emparèrent du coffret, sans oser l'ouvrir, et le jetèrent dans un puits sacré où seuls les initiés osèrent encore descendre. Au XIIe siècle, sous le règne de Saladin, une expédition de voyageurs d'Occident prétendit découvrir, dans une cache près de l'actuelle Al-Minya, des papyrus couverts de lignes dorées. Il parlait d'un traité de médecine occulte capable de soigner n'importe quelle blessure par la seule évocation du nom d'Isis et d'Horus. Les fragments achetés aux chefs de tribu disparurent rapidement lors de leur retour vers l'Europe, sans laisser que des comptes rendus lacunaires. La mystérieuse collection Keren n'exista que dans quelques lettres privées, où l'on évoquait des parchemins maudits et des cercueils remplis de linge imprégnés de suintements noirs. Lorsque la Renaissance ouvrit à nouveau les portes de l'érudition grecque, des humanistes florentins, avides d'antique sagesse, envoyèrent des agents en Égypte. Ces derniers rapportèrent un codex rebaptisé Liber Totis, qu'ils trouvèrent scellé sous la statue démantelée d'Hermès Trismégiste. Les contes pour évoquer écrognent l'existence d'un rituel inaugural, où l'on plongeait le manuscrit dans un bassin d'eau salée, provoquant la formation d'une écume violette. Cette mousse, recueillie et séchée, servait à rédiger de nouveaux textes, calqués sur la logique circulaire du livre originel. Mais les marges de ces copies furent systématiquement déchirées et le reste relégué dans les arcanes privées des Médicis. Au siècle des Lumières, des savants français se passionnèrent pour ces traditions hermétiques, apportant à Paris des fragments dispersés. L'Académie des inscriptions et belles-lettres reçut en dépôt des papiers annotés par un alchimiste du nom de Jean de Montagu. Mais l'idée même d'un savoir funeste poussa l'institution à confier le manuscrit à une cellule d'études secrètes.
On raconte que lors de séances nocturnes, ces érudits entendaient dans des gémissements sortir des feuillets, comme si les hiéroglyphes, libérés de leur gang, cherchèrent à raconter eux-mêmes l'épopée d'un empire disparu. Au XIXe siècle, avec l'essor de l'égyptologie, Champollion découvrit à son tour des allusions au livre de Thoth dans les bas-reliefs de Karnak. Il en rapporta une batterie de symboles à noter dans sa correspondance, puis nota dans un carnet « je suis persuadé qu'un fragment de ce tome survit dans une tombe non répertoriée. » Ces exhortations restèrent lettres mortes. Le carnet, acquis par un collectionneur anglais, ne réapparut que 100 ans plus tard, dans un catalogue de vente aux enchères, sans que le manuscrit lui-même ne refasse surface. Aujourd'hui, seuls quelques feuillets épars, phototypiés en noir et blanc, permettent d'entrevoir la structure du tome maudit d'Hermopolis, une préface invocatoire suivie de 7 livres, les livres des secrets célestes, le livre des pierres d'argile, le livre des échos, et ainsi de suite. Chacun refermant un mystère. Les formules tracées à la pointe d'or et d'argent devaient en être lues dans un ordre précis entre le lever et le coucher du soleil, afin d'équilibrer les énergies solaires et lunaires. Les plus anciens hiéroglyphes, minutieusement recopiés, décrivent un calendrier fantôme reliant le mouvement des 12 signes zodiacaux aux 12 portes du sanctuaire invisible d'Hermopolis. Les philologues modernes, armés de l'imagerie multispectrale, reconstruisant patiemment chaque mot effacé, chaque glyphe boursouflé par la chaleur du désert. Ils découvrent qu'une partie du texte faisait référence à une « source rouge » reliée à une nappe souterraine dont l'eau, chauffée par des failles géothermiques, devait servir à révéler la vérité ultime sur le cycle de la vie et de la mort. Mais tous ces efforts butent sur une mention. Celui qui boit de cette eau consacrée ne peut plus jamais respirer l'air commun. Une mise en garde que l'on comprend comme un avertissement. Certains savoirs ne s'offrent qu'au prix d'une transformation irréversible. En dépit de toutes ces barrières, le mystère du tome maudit persiste. Des passionnés, formant des cercles d'études discrets à Montréal, à Berlin ou à Tokyo, croisent les rares indices disponibles, espérant reconstituer la table des matières originelles. Ils se heurtent invariablement à un même silence, celui d'une puissance trop grande pour être enfermé dans le cadre étroit d'une bibliothèque. Le texte, disait-on, possède la faculté d'induire des visions, d'ouvrir l'esprit à des perceptions inédites, mais aussi de précipiter l'âme dans des abîmes insondables. Dans la pénombre où s'achève ce voyage, il demeure encore un dernier fragment à dénicher, un feuillet cousu contre la peau d'une momie, protégé par un papyrus de l'impur. Lorsqu'un jour, un regard éclairé mettra au jour cette pièce manquante, peut-être le voile se lèvera-t-il enfin sur le plus redoutable des livres.